Bonjour à Bonjour. tout le monde. Bonjour, Comment Laurent. Salut. vous allez bien? Bonjour Philadelphe. Bonjour Adrien. Et toi? Très bien, merci. Bonjour à tous. On est très content d'organiser ce nouveau pitch session avec notre partenaire, l'incubateur HEC, avec nos experts. Donc, on va vous présenter très rapidement. Ils vont se présenter en deux mots aussi. Donc, il y a Julien Seligman qui est responsable des opérations chez C-Legals. Il y a Philadelphe qui est en charge de l'incubateur. Et on a aussi David qui devrait pas trop tarder. Je crois que tu es là. Il n'est pas là, David, qui est partenaire chez Angel Square, un de nos partenaires. Je crois que tu es en mute, Julien. Je ne sais pas si tu as parlé. C'est juste qu'on a quelques minutes d'avance, donc on va lui laisser le temps de rejoindre. Exactement. Donc là, tout le monde va se connecter. Voilà, parfait. Donc, on a un beau programme. On va présenter aussi les différentes startups qui ont été sélectionnées. Donc, merci déjà pour. Et donc, l'exercice en quelques mots, ça va être 5 minutes de pitch de votre côté. Vous allez pouvoir partager votre écran pour présenter votre pitch, nous raconter un petit peu votre histoire, essayer de convaincre nos experts qui vous feront ensuite un retour pendant 10 minutes d'échange. Le but, c'est vraiment d'avoir des retours assez positifs, mais aussi négatifs sur comment améliorer peut-être votre pitch, ce qui est déjà bien également de votre côté, pour pouvoir ensuite convaincre les futurs investisseurs, peut-être avec qui vous échangez déjà, sur la façon d'investir et combien peut-être investir dans votre startup. Donc voilà un petit peu pour le contexte. On a peut-être 3 minutes, ce qui nous laisse le temps de se présenter un petit peu. Donc moi, je vais peut-être me présenter aussi en deux mots. Donc moi, je suis Florent Artaud, je suis Country Manager France de C-Legals, qui est une plateforme SaaS qui permet de digitaliser toutes les opérations sur le capital, soit de financement, sous forme d'augmentation de capital de manière un peu traditionnelle, sous forme de BSAR aussi, donc une alternative à cette augmentation de capital, que ce soit sur la gestion de votre actionnariat au travers d'étapes de capitalisation, et que ce soit aussi sur le partage du capital avec vos équipes ou futures équipes, sous forme de bons de souscription de parts de créateurs d'entreprise, donc BSPCE, que vous connaissez peut-être déjà, que ce soit aussi avec des advisors, avec des bons de souscription d'actions, donc des BSA. Voilà, donc sur la plateforme, on permet de générer tous les documents juridiques, de digitaliser le process en signant ces documents en ligne. Vous avez accès sur la plateforme. Vous pouvez générer tout ça, voilà, en quelques mots sur C-Legals. Je te laisse peut-être te présenter, Julien, en quelques mots. Oui, bonjour Julien. Moi, j'ai eu plusieurs casquettes dans ma vie de fondateur de start-up, notamment SmartJog il y a 20 ans. Puis j'ai travaillé dans des environnements plus corporate suite à l'acquisition de SmartJog par TDF et dans l'industrie spatiale auprès de Telsat. Et en parallèle, je suis business angel, donc j'ai commencé ça fait une dizaine d'années que j'investis dans des startups au UK et en France. Et une des startups dans lesquelles j'ai investi, c'est Seedlegals, que j'ai rejoint. Donc, j'ai remis mes mains dans le cambouis après la série A, une fois que la boîte fonctionnait bien, pour gérer les opérations à l'international. Je te disais merci Julien, merci de participer aussi en tant qu'expert à notre pitch session. Il y a aussi Philadelphe qui fait partie de notre jury et qui est chez notre partenaire incubateur HEC. Je te laisse te présenter en quelques mots, Phil. Yes. Merci Florent. Bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle Philadelphe. Je suis un ancien entrepreneur. Il y a un problème de son? C'est Chris qui te disait aussi bonsoir, je crois. Ah, bonsoir. Christian. Voilà, donc j'ai monté un logiciel de téléconsultation médicale en France que j'ai eu la chance de revendre en 2018 et depuis je m'occupe de l'incubateur HEC à Station F, qui est un programme d'accompagnement de startups généralistes qui aide les startups dans l'accélération commerciale de leurs solutions. Et qui nous a accompagnés également pour notre accélération en France parce qu'on était à l'incubateur HEC avant de bouger du coup au Founders Programme chez Station F. On est à Station F avec Phil, ça se voit, on est avec nos masques. Donc, politique oblige anti-Covid. Mais en tout cas, on est très content de vous avoir, comme je disais. On va attendre un petit peu David avant de commencer avec les premiers participants. Donc, s'il reprend aussi la liste pour l'agenda qui est le nôtre aujourd'hui. Donc, on va commencer par Smart Video. Donc, c'est la première solution SaaS pour optimiser la production de vidéos. On a ensuite ID3 qui se présentera. Donc, ID3 est un outil d'enquête qualité de vie au travail simple à prendre en main et adapté aux besoins des PME, qui est aussi notre voisin
de table à Station F. Donc, on est très content de pouvoir en savoir un petit peu plus et comment vous allez présenter votre pitch. On a ensuite Good Marché, qui est une épicerie en ligne qui vous propose des produits bio de 25 à 50% moins chers et livrés gratuitement partout en France, avec qui on a eu l'occasion également de travailler dans leur financement d'amorçage sur Site Legals. Donc, on est très content de vous avoir aussi ici dans cette session. On a pour la suite Waro, donc Waro qui aide les marques à calculer l'impact environnemental de leurs produits de façon rigoureuse et autonome, afin d'identifier les leviers d'éco-conception et de les utiliser dans leur communication. Donc, on va en savoir plus prochainement. Et enfin, on finira par Walkanda. Walkanda, c'est une application mobile qui permet à n'importe qui de faire des dons aux street artistes en prenant une photo de leurs œuvres, une logique d'NFT, j'en dis pas plus, on va en apprendre tout à l'heure, et puis nos experts pourront ensuite faire leur retour. Voilà un peu pour notre agenda. Est-ce que David est arrivé entre-temps? Je ne crois pas, mais il va arriver très prochainement. Il est 17h02, donc on va lui laisser les 5 minutes de politesse pour voir arriver. Ce qui ne nous empêche pas, nous, de commencer. Donc, ce que je vais vous demander, pour ceux qui ne pitchent pas, c'est de couper votre caméra et votre micro pour avoir uniquement les personnes qui pitchent avec la caméra et le micro en ligne. Merci. Et enfin, pour ceux qui vont présenter, donc évidemment, à l'inverse, d'avoir leur vidéo en live, de pouvoir être avec leur micro et de partager leur écran. Donc, est-ce qu'on a l'équipe de Smart Video qui est présente? Oui, je suis là. Super, génial. Parfait. Mais écoute, merci encore pour ta participation. On est très content de t'avoir avec nous. Et donc, je vais te laisser peut-être partager ton écran avec le pitch. Tu vois comment ça fonctionne sur Zoom? Tu as Oui, c'est parfait, ouais. Magnifique. Tac. Vous me dites si c'est OK. C'est OK, c'est top. On voit une belle image, Smart Vidéo. Je te donne la parole. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le petit minuteur, histoire de, parce que je vais faire la police du temps, le timekeeper, exactement. Et l'idée, donc, 5 minutes. Quand tu veux, je démarre. OK, c'est parti. Bonsoir à tous. Donc, je m'appelle Virginie Vauvard, j'ai 39 ans et je suis cofondatrice de Smart Video, qui est la plateforme collaborative de production de vidéos pour les marques. Je suis accompagnée d'Éric Oleyer, mon associé, avec qui on a collaboré depuis plus de 4 ans maintenant, dans une société d'intégration audiovisuelle pour les chaînes de télévision et les marques. On a également la chance d'être accompagné de notre directeur technique, qui est Nidal, qui a développé la solution logicielle. Alors, on a tous eu recours à la vidéo à un moment ou à un autre dans notre vie pour réaliser une vidéo de vacances, une surprise pour un mariage, un témoignage d'amour peut-être même. Mais je suis sûre que vous vous êtes dit que réaliser une vidéo de qualité, c'était quand même un travail de professionnel. Donc, figurez-vous que les marques, aujourd'hui, elles peuvent créer jusqu'à une vidéo par jour. Donc, on se parle de publicité, de témoignages, de films corporate, de démonstrations produits, de partenariats. Par exemple, chez LVMH, à la Société Générale, mais aussi au Slip français. Et le PSG, lui, en crée 6 par jour. Donc, on voit qu'à l'heure où les marques n'ont plus le choix que d'accélérer leur production de vidéos pour communiquer sur les réseaux sociaux et les plateformes de diffusion, eh bien, on constate qu'elles n'ont aucune solution adaptée qui gère l'ensemble des processus de production. Donc, je vais illustrer un peu mes propos. Ça veut dire que, par exemple, le brief, il est sur un PowerPoint sur l'ordinateur d'une personne de l'équipe. La proposition faite par l'agence, elle est dans un mail. Les marques, elles ont du mal à savoir si leurs équipes, elles respectent bien les délais de production ou si elles sont en retard sur certaines étapes. Elles passent un temps fou à échanger par mail, par téléphone, par WhatsApp avec les monteurs pour demander des modifications sur la vidéo jusqu'à avoir la version finale. Et on a estimé qu'elles passaient un quart du temps total de création à s'occuper de tâches techniques sans valeur ajoutée. Je parle de sous-titrage, doublage, mise au bon format. Donc, pour résumer, c'est un vrai bazar, c'est pas maîtrisé. Donc, nous, on a eu l'idée de développer la plateforme collaborative de production de vidéos pour les marques. Donc, c'est une solution unique qui va en fait répondre à toutes les problématiques que j'ai pu citer auparavant. Ça veut dire que les marques, elles vont pouvoir accéder à toutes les infos de façon centralisée à un seul endroit. Le brief, la proposition, la bande-son, le planning, les droits. Elles vont pouvoir avoir un planning des ressources liées à leur production de vidéos.
elles vont gagner du temps parce qu'elles vont échanger directement sur la vidéo grâce en fait à un outil d'annotation dynamique avec les monteurs ou avec l'agence. Fini les mails, les WhatsApp. Enfin, elles vont gagner du temps en automatisant les tâches techniques. Et tout cela, ça va leur permettre d'améliorer finalement l'impact sur la cible utilisateur. On a calculé, sur un de nos clients qui est le PSG, on divise par 2 le nombre d'outils utilisés. Le marché adressable, finalement, c'est celui de toutes les personnes qui produisent de la vidéo. Donc, on se parle des marques, mais aussi des chaînes de télé. Par exemple, on a signé TV5 Monde et KTO TV. On a les agences, on a des administrations. On a donc une vraie profondeur de marché que l'on estime aujourd'hui à 2 milliards d'euros pour l'Europe. Et c'est surtout que c'est un marché qui est en croissance de 12,8% par an. Alors, concernant notre business model, aujourd'hui, nous, on commercialise Smart Video. C'est un modèle de licence annuelle, ce qui nous assure évidemment un chiffre d'affaires récurrent. Le prix d'une licence utilisateur, c'est entre 1 000 et 2 000 euros par an. Et en fait, en fonction des typologies de clients, freelance, PME, ETI ou grandes entreprises, on aura des paniers moyens qui vont aller entre 5 000 et 80 000 euros. Si vous devez retenir ce soir 3 chiffres clés sur ce qu'on a réussi à faire en 6 mois, le premier, c'est qu'on a aujourd'hui plus de 50 utilisateurs sur la plateforme. On a signé 3 clients dont on est assez fiers parce que ce sont quand même des marques très exigeantes sur leur travail de communication. Donc le PSG, TV5 Monde et KTO TV. On en a 2 autres dans notre Early Adopter Programme que sont LVMH et le PMU. Et on a 10 cas de MRR sur décembre de cette année. Nos prévisions, à 1 an, c'est d'atteindre le seuil critique des 50 cas de MRR avec 25 clients donc pour l'année prochaine. Et à 5 ans, on vise 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, 6,5 millions d'euros d'EBITDA. Donc notre ambition, c'est vraiment être le premier acteur européen à avoir accompagné les marques dans leur transformation digitale autour de la vidéo. Pour finir, en termes de financement, on recherche 400 000 euros en equity qui vont financer à 50% la force commerciale, donc un biz dev représentative et 2 commerciaux, et la partie R&D avec 3 personnes. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Valérie, c'est rondement mené. Il nous restait 8 secondes, et voilà, c'est terminé, c'est parfait. Très, très bon timing. Je vais laisser Julien Philadelphe et David. Je te laisse peut-être, tu nous as rejoint, salut David, te présenter en 2 mots et on va enchaîner ensuite sur les retours sur ce pitch. Ok, bonsoir à tous, merci de l'invitation encore une fois. Et puis, en gros, pour me présenter très succinctement, je suis partenaire chez Angel Square qui anime une communauté d'investisseurs qui investissent à peu près 90 000 par an. Et puis, ces 5 dernières années, j'ai eu l'occasion d'accompagner 200 à peu près entrepreneurs, entrepreneuses dans les sujets de levée de fonds, principalement seed et puis aussi Syria. Voilà. Et est-ce que j'ai l'honneur de poser les premières questions alors? Écoute, vas-y, tu as cet honneur-là. Ouvre le bal. Ok, j'ouvre le bal. Déjà, Jasmine, merci pour le pitch parce que c'était extrêmement bien rodé. Vu de la maturité du projet, c'est assez rare de voir des fondatrices ou fondateurs aussi punchy, aussi directs et clairs dans leur pitch. Donc, c'est top. Après, des solutions d'automatisation vidéo, on en a vu pas mal ces dernières années et qui ont essayé de se lancer sur le B2C, le B2B. C'est un sujet dont on entend parler depuis un moment. Moi, ça m'intéresse de savoir un peu plus sur la solution que vous avez créée, la technologie. Et puis après, deuxième question qui sera un peu tout autre. Je trouve ça assez aussi impressionnant que tu arrives à signer sur du MRR. Ça m'intéresse d'avoir un peu plus ton process de vente. En gros, est-ce que tu les signes sur des premiers projets vidéo et puis assez vite, tu arrives à les tourner en récurrent? Donc, 2 questions. Est-ce que tu peux passer un tout petit peu de temps pour nous présenter la solution plus en détail et la tech et en gros, le cycle de vente client? Merci à toi. Oui. Alors, merci pour les questions qui sont tout à fait pertinentes parce que comme tu l'as dit, on voit plein d'acteurs aujourd'hui sur le domaine de la vidéo. Je pense notamment à PlayPlay, dont on nous a beaucoup parlé, qui a fait une levée ces derniers temps. En fait, il y a beaucoup de solutions qui existent, type PlayPlay, Watchit ou des choses comme ça. Mais ces solutions-là, elles adressent uniquement les professionnels de la communication et du marketing. C'est-à-dire qu'à aucun moment, les monteurs, les agences vont utiliser PlayPlay. Elles sont dans 90% des cas Adobe Premiere. Et donc, ce type de solution, c'est pour faire des vidéos très simples, rapides et assez basiques, on va dire. Donc, déjà, on se différencie là-dessus. Ensuite, il y a d'autres types de solutions
type Frame.io, qui est d'ailleurs un exemple pour nous parce qu'ils ont été rachetés par Adobe le mois dernier, 1,3 milliard. Donc, si on peut avoir la destinée qu'ils ont eue, on serait ravis avec Eric. Donc là, Frame.io, pour le coup, c'est une boîte à outils technique. Donc là, la cible, c'est uniquement les monteurs. Donc là, on a une cible uniquement technique. Et nous, ce qu'on vient faire, c'est que finalement, on vient réunir les deux mondes qui ont besoin de communiquer, donc les marques et les professionnels, donc les techniques. Et on vient leur mettre un outil à dispo sur lequel ils vont retrouver les infos et ils vont pouvoir échanger. Donc là, c'est vraiment ce qui nous différencie en termes de cible utilisateur. On adresse vraiment à la fois les professionnels du marketing et de la com et à la fois les monteurs, les techniciens audiovisuels. Ça, c'est la première chose. Le modèle de prix, alors ce qu'on a fait très rapidement, on a fait un Early Adopter Programme, c'est-à-dire qu'avant même qu'on ait eu le produit, on a réussi à convaincre les 5 marques dont je vous ai parlé parce qu'elles avaient clairement ce besoin-là. On a donc eu des échanges hebdomadaires avec elles pendant lesquels nous, on développait la solution logicielle en fait, on se collait au plus près de leurs besoins pour faire le développement de notre solution. Notre solution, on va dire que c'est une surcouche qui va venir par-dessus un Adobe. Pour ceux qui utilisent comme outil de montage Final Cut ou Blackmagic ou DaVinci, pareil, ça fonctionnera aussi. L'idée, c'est d'offrir une surcouche, donc au point de vue de la techno, et ensuite, on crée des API avec tous les outils techniques dont les clients se servent ou vont avoir besoin. Si je reprends le PSG, sur la partie sous-titrage, aujourd'hui, ils utilisent Limecraft. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer des API avec Limecraft pour que tout se passe sur la plateforme et ce soit simple. Au point de vue de la tarification, pour répondre aussi à ta question, la tarification, donc, ce sont des abonnements par utilisateur entre 1 000 et 2 000 euros. Ouais, ça, tu l'as dit. Je suis désolé, je t'interromps juste parce que ça, c'est des choses que tu as déjà dites. Ton pitch sur le positionnement technologique n'est pas très clair. Je suis désolé. En tout cas, moi, je le comprends assez mal. Enfin, en gros, tu es quoi? Tu es le Zapier des outils vidéo pour tes clients et ça leur permet d'automatiser certaines choses ou j'ai pas très bien compris exactement, tu vois, la solution technologique que tu proposes, par exemple, au PSG. Alors, peut-être si on rentre dans le détail avec le PSG, ce sera plus clair, mais… Alors, en fait, je viens proposer un logiciel qui va permettre aux équipes de collaborer, donc équipes techniques et pas techniques. Eric, tu veux prendre le relais? Parce qu'il m'écrit en parallèle, donc oui, t'entends. Oui. Vous m'entendez? Oui. Oui, on t'entend, Eric. D'accord. Oui, juste pour reprendre, ça, de toute manière, c'est le point un petit peu délicat, c'est de bien nous positionner par rapport à d'autres produits et l'exercice que vient de faire Virginie, il nous est compliqué à chaque fois. Notre solution logicielle, c'est pas une solution qui est un outil de montage, contrairement à tous les outils dont a parlé Virginie. Nous, on est une solution qui va permettre de suivre la réalisation du projet de A à Z. C'est une couche logicielle qui va permettre de gérer toutes les données qui sont utilisées dans le cadre d'une création d'une vidéo, du début jusqu'à sa finalisation et sa publication sur une plateforme, quelle qu'elle soit, que ce soit une télé, un diffuseur style YouTube ou autre. Donc, cet outil permet de connecter toutes les personnes qui participent à la réalisation de ce projet. Ok. Mais donc, positionnement techno, Eric, c'est en gros collaborative plateforme pour video creation. Voilà. Ok. Ils vont diviser par c'est bon, il a compris, Eric. Il a compris. On vous interrompt parce qu'on a beaucoup de temps. Il reste 3 minutes. Exactement. Juste quelques commentaires. Bon, c'est hyper bien rodé, hyper convaincant. Vous avez des super références, donc il faut mettre des logos sur la presse. Mes deux commentaires. Un, effectivement, l'analyse de la concurrence. Mettez un petit diagramme qui explique en quoi vous êtes différent de PlayPlay et compagnie. Et puis en montrant évidemment
les exits dans le domaine, ce qui va attiser l'appétit des investisseurs. Et deuxièmement, quantifier la proposition de valeur. C'est-à-dire que ça manque d'un slide récapitulatif qui dit la production d'une vidéo, ça coûte tant, il y a tant de personnes qui contribuent, et donc avec ma solution, voilà comment la proposition de valeur se déforme, comment je réduis les coûts, les délais, comment le temps de fabrication, enfin tu vois, quantifier, résumer la proposition de valeur en fait. On les a, je les ai juste virées, elles sont dans le deck. Je ne les ai pas pour la prise de 5 minutes, mais ok, oui. C'est bon à prendre. Philadelphie. C'est retour. Philadelphie, de ton côté. Ouais, alors, moi, un petit disclosure, parce qu'en fait, je suis actionnaire chez Maram.io, qui est un de tes concurrents directs, en fait, que tu n'as pas mentionné. Ouais, Peut-être pas encore. En fait, non, mais c'est très bien. Je vois très bien ce que tu essaies de faire. Il y a un marché, c'est sûr. L'enjeu, c'est de prendre des parts de marché, de te différencier. On pourrait s'interroger sur pourquoi est-ce que tu fais que de la vidéo et pas aussi de la photo. Mais j'ai pas de commentaires autres que des encouragements en fait en réalité, parce que je vois très bien ce que tu peux faire et j'y crois parce que j'ai invité quelqu'un d'autre. Puis peut-être mettre en relief que c'est une proposition pan-européenne finalement. Votre marché adressable, il est global parce que la solution, elle est par nature, par essence globale. Oui, en fait, la question qui est intéressante de se poser sur ce marché-là, c'est est-ce qu'il y a la place pour plusieurs acteurs? Probablement. Mais qu'est-ce qui fait qu'il y en a un qui sera meilleur que les autres? Est-ce que ça réside vraiment dans la techno? Est-ce que c'est dans la manière de capter des clients? Ça, je ne sais pas. Mais au-delà de ton pitch, ouais, je t'invite à t'interroger aussi sur votre positionnement et vos barrières à l'entrée, en fait. Parce qu'a priori, si le PSG utilise la tienne de solution, il ne va pas utiliser celle de Maram et vice-versa. Donc, ouais, c'est curieux, c'est un business case assez intéressant. Parfait, en tout cas, merci pour ces retours. Peut-être il reste 30 secondes, donc si vous avez 30 secondes pour échanger. Un dernier commentaire sur des ventes grands comptes ou grosses ETI. Ce qui est intéressant, c'est aussi de mentionner le go-to-market, c'est-à-dire que vous allez passer par des distributeurs, est-ce que vous en avez identifié, est-ce que vous allez en direct, comment vous allez vous y prendre pour recruter d'autres LVMH, d'autres PSG. Ouais. On a un distributeur qu'Adobe nous a recommandé et qui nous a déjà présenté à plusieurs gros clients, type Media One, Publicis, etc. Ok. C'est parfait. On est dans les temps. En tout cas, si on devait retenir, c'était une super présentation sur la forme, le fond, des questions qui se posent sur la partie un peu logicielle, technique. On a retenu le go-to-market, les feedbacks étaient là. Encore merci. Merci Valérie et Eric, du coup, aussi, indirectement par téléphone et en support. Et on se revoit très prochainement. En tout cas, merci encore de cette participation. Vous pouvez rester, assister pour les autres pitchs. Oui, bien sûr. Voilà, il n'y a aucun souci, aucune obligation. Mais en tout cas, merci. On va enchaîner. C'est Virginie. On va enchaîner, du coup, sur l'autre pitch. Et donc, l'autre pitch, effectivement, je vois Christian, donc c'est ID3. J'ai fait une petite présentation très rapide, très succincte, en lisant tout simplement la punchline que vous m'avez envoyée. Donc, maintenant, on va en savoir un peu plus. Tu me dis, je vais prendre juste le temps. Donc, Christian, je vais mettre 5 minutes. Quand tu veux, on lance. Ok, bon, parfait. Je vais justement partager mon écran avant. S'il te plaît, oui. Tac. Tac, tac. Voilà. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, on le voit. D'accord. Donc, c'est parfait. Voilà, on peut partir. Donc, ça va être pas évident de m'encadrer dans les 5 minutes, mais je vais essayer. Donc, bonjour, je m'appelle Christian Gullima, je suis cofondateur et CEO de ID3. ID3 est un outil d'enquête spécialisé en ressources humaines. Voilà, donc il y a plein d'outils d'enquête aujourd'hui, mais le nôtre, il est spécialisé en ressources humaines. Voilà. Donc, pourquoi? C'est parce que gérer l'humain, c'est quelque chose de très compliqué. Et nous, ce qu'on aide aux directeurs RH, c'est mieux maîtriser cet aspect-là, sachant que les outils existants sont peu satisfaisants pour les workflows des RH aujourd'hui. Voilà. Pourquoi aussi? C'est parce que le milieu du RH, il est en train de brûler.
aujourd'hui. Il brûle parce qu'avec Covid et l'hybridation du travail, les RH ont ressenti un vrai manque de visibilité par rapport aux besoins des collaborateurs. Les RPS, les turnovers ont augmenté. La culture d'entreprise de beaucoup d'entreprises s'est dégradée suite à Covid également. Et effectivement, il y a eu une baisse de rendement et des pertes financières liées à ça. Également, l'évolution sociale fait qu'il y a des nouvelles lois qui sont sorties qui essaient d'encadrer la QVT pour l'avantage des collaborateurs également, parce que pour éviter ce type de burn-out, etc. Et les attentes des millénials, elles ont évolué aussi. Pourquoi? C'est parce que les millénials, ils s'attendent maintenant à des offres de travail qui leur permettent notamment de fonctionner bien avec ce système donc de l'hybridation du travail. Comment maîtriser cette situation? Comment offrir un soulagement? C'est avec un outil de pilotage qui permet notamment d'offrir de la simplicité à gérer tout ça, à maîtriser tout ça. Et nos clients aujourd'hui disent qu'aucune solution ne répond aussi bien à leurs besoins que Highlightree. Est-ce donc un must-have? Nous, on pense que oui. Ils adorent Highlightree parce que Highlightree comprend des contenus, des guides, des questionnaires prêts à l'emploi qui sont déjà remplis, qui ont déjà une expertise à proposer, contrairement aux outils plus généralistes d'enquête. Voilà, et un dashboard qui analyse intelligemment les résultats et qui propose des résultats notamment exploités, analysés, qui permettent donc de mettre en place des actions qui sont beaucoup plus ciblées. Les RH adorent l'outil aussi parce qu'il leur apporte de la confiance, de la visibilité, du contrôle et parce qu'ils peuvent prendre des décisions qui sont basées sur des datas. On a aujourd'hui en moyenne 85% d'engagement pour la participation aux enquêtes. Comment on fait ça? Je peux vous le raconter plus tard un petit peu en détail. Et parce que ça leur offre du confort, de la visibilité à travers donc une automatisation pour tous les lancements d'enquêtes, pour les relances, etc. Un contenu sur étagère très spécialisé et une modularité parce qu'ils peuvent moduler leur enquête en fonction de leurs besoins. Qui sont-ils nos clients? Donc, je vais juste vous partager une image sans trop rentrer en détail pour gagner du temps. Qui sommes-nous? Donc, nous sommes 4 fondateurs et créateurs, notamment avec 20 ans d'expérience dans l'industrie automobile et dans l'industrie de programmation également, avec une expertise technologique qui apporte de la simplicité et qui avons écrit certaines success stories dans notre passé. Pour aller en détail, donc le COO qui n'est pas là encore avec nous aujourd'hui, mais qui pourrait se joindre à la réunion, c'est donc Thomas Rom, un ancien designer automobile qui a travaillé pendant 20 ans également dans l'industrie automobile, qui a créé la voiture de l'année, la 308 ancienne. Benjamin, qui a travaillé pour la brigade de pompiers de Paris, qui a créé les logiciels les plus utilisés par les pompiers de Paris, donc notamment qui fonctionnent avec la géolocalisation, et Tom, qui sont également donc, les 2 développeurs qu'on a aujourd'hui et qui a mis en place le système de business intelligence pour gérer toutes les données des pompiers. Et moi-même, ancien directeur de design du groupe PSA, avec 14 voitures en série en à peu près 16 ans. Voilà. Et donc, l'équipe, on vient d'embaucher un BizDev, on a un autre développeur dev et un gros hacker. Donc, notamment, ce sont 3 alternants qu'on a à bord. Et le design est donc notre force pour répondre à un besoin sociétal avec des solutions simples, ergonomiques et technologiques et qui sont surtout utiles. Et donc, l'idée, c'est de mettre en place quelque chose une interface intermédiaire entre les besoins des humains et notamment l'automatisation. Nos métriques, aujourd'hui, nous avons des clients payants et satisfaits, 8 000 euros de MRR pour décembre 2021. Donc, le ARPA de 1 500 à 12 000 euros. Donc, on a le panier moyen des clients, de prix du client se balade entre les deux. Donc, on a les 2 typologies. 0 SDR vraiment professionnel. Donc, aujourd'hui, on a des alternants à qui on apprend donc, à faire de la vente. Voilà. Et donc, sur Tracepilote, 100% de succès. On envisage une levée de 1,5 million d'euros, composée de business angel, des VC et un petit peu d'aide de la BPI. Aujourd'hui, on a 2 BA qui ont déjà joint le navire. Et pour devenir leader mondial des enquêtes RH, donc spécialisé en RH. Le marché, c'est un marché donc, qui se divise entre des consultants RH
un petit peu à l'ancienne, j'ai envie de dire, des outils d'engagement, mais qui demandent un changement de culture dans l'entreprise parce qu'ils sont focalisés notamment plutôt sur le management, plutôt sur les besoins des managers, etc. Et SurveyMonkey, Google Forms, Typeform, qui sont des outils d'enquête généralistes et donc qui n'ont pas ce contenu et cette facilité d'usage. Nous, notamment, on propose donc toutes les enquêtes RH spécialisées qui compensent de tout ça. Dernière minute, Christian. Là, on est dans les 5 minutes. Allez, 30 secondes. Fini en 30 secondes. Pour un marché de 21 milliards d'euros mondial, divisé entre des petites et moyennes entreprises et des grandes entreprises, l'application est en ligne depuis mars 2021. Donc voilà, ici, on peut configurer donc son enquête, la choisir sur l'étagère, la configurer, importer la liste d'utilisateurs et inviter automatiquement tous les collaborateurs qui auront une plateforme dédiée qui marche donc sur téléphone portable, sur mobile, sur iPad, etc. Les résultats sont analysés automatiquement. Il y a une partie modulable de l'application qui fait qu'on peut rajouter des fonctions pour avoir beaucoup plus de visibilité à la fin. Et donc, un go-to-market qui est un repeatable sales model qui est plutôt automatisé aujourd'hui qu'avec des vendeurs classiques, même si on souhaite embaucher des vendeurs. Voilà, et on a une souscription Pay by You. Merci beaucoup, Christian, pour cette présentation. Je t'ai laissé un petit peu plus de temps pour finir. On aura l'occasion d'en discuter plus en détail sur les différents points. Je vais laisser la parole à nos experts. En tout cas, merci encore. Qui veut commencer? Julien, David, Phil, Philadelphie. Je viens peut-être justement rebondir un petit peu sur cette question de quand les gens qui achètent ta solution, quelles sont leurs alternatives? Et tu as l'air de dire qu'ils sont activement en train de chercher des choses sur Internet. C'est la raison pour laquelle ils viennent en inbound. Et si les gens sont activement en train de chercher des solutions sur Internet, ça veut dire qu'il y a du churn possible et que les clients ne sont pas fidèles. Je suis pas sûr de bien avoir compris la question. En tout cas, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas de churn parce qu'on a lancé en mars. Donc, la dernière solution est en ligne depuis mars. Et les clients nous disent, franchement, on est très, très, très contents. Donc, on ne pouvait pas imaginer travailler sans ça aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui. On ne sait pas comment on a fait avant, mais en tout cas, moi, ce que je peux témoigner de mon côté, c'est que les grands groupes n'ont pas toujours des outils d'enquête spécialisés en RH. Oui, ils ont des solutions, notamment qui sont plutôt orientées à management, mais qui demandent ce changement culturel, en fait. Mais un outil RH qui lui donne de la visibilité afin qu'il puisse apporter des solutions focalisées, il n'y en a pas beaucoup. Donc, tous les clients qu'on a aujourd'hui nous ont dit, on est très, très partant de donner suite sur la durée. Voilà. Après, je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Non, c'est clair. Est-ce que tu veux continuer, du coup, Philadelphie, sur le pitch de Christian et l'Aiditry? Alors, en mode feedback, du coup, alors. En mode feedback, exactement. Question, feedback, comme tu veux. Moi, je pense qu'il faut que tu fasses attention un petit peu à l'exercice. Aujourd'hui, on te demande de pitcher en 5 minutes. Il faut que tu sois capable de t'adapter en 5 minutes. Le pitch est bien structuré, mais par contre, voilà, tu l'as préparé pour un autre format. Il faut que tu t'adaptes à l'exercice. D'accord. Moi, j'aurais été curieux d'avoir un peu plus de modestie de ta part, de savoir un petit peu quels sont les sujets sur lesquels tu es en train de travailler, quelles sont les difficultés que tu rencontres, parce que tu donnes un grand enthousiasme en fait dans tout ça. Bon, ça a l'air d'être trop parfait pour moi. Donc, je serais curieux que dans ton pitch, tu intègres aussi les hypothèses que tu es en train de valider et qui pourraient conditionner en fait ton succès et qui feront ta secret sauce. Donc, pour te répondre à ça, notamment, on a quelques difficultés aujourd'hui parce qu'on a quand même 1200 visites par mois. On convertit 3 en clients donc payants. Voilà. Et donc, je pense qu'on a un funnel aujourd'hui qu'il faudrait peut-être ouvrir vers le bas. Voilà. Donc, ça, c'est une difficulté qu'on est en train d'essayer de régler pendant les prochains mois. Voilà, mais merci pour le feedback parce qu'en effet, même si le pitch paraît parfait, c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de travail sur beaucoup de détails et des ajustements. Et notamment, Florent avait fait l'introduction sur la QVT en disant qu'on était un outil QVT. C'est vrai qu'on était à un moment donné un outil QVT, mais qu'aujourd'hui, on devient plus un outil focalisé sur les besoins de RH. Donc, notamment, il y a toujours des petits pivots qui font que ce n'est pas encore la solution parfaite. On a peut-être un début de PMF, mais il mérite encore d'être ajusté, en effet. Donc voilà pour la partie modestie. C'est vrai qu'on essaie toujours de faire une bonne figure, même s'il y a beaucoup de difficultés sur le chemin. Mais ça fait partie du jeu.
C'est la beauté de l'entrepreneuriat, effectivement. Il y a toujours du boulot, toujours des points d'amélioration. Clairement, est-ce que vous voulez ajouter d'autres points, Julien, David? Julien, si tu veux. J'ai trouvé que la présentation c'est très bien présenté, c'est rythmé, c'est assez convaincant. Là où tu as l'air d'hésiter un peu et de trébucher, c'est surtout ce qui est financier, les prix, le modèle tarifaire, le modèle de revenu, etc. C'était pas très clair, j'ai pas très bien compris en fait combien tu vends à quel client, quel est ton modèle de revenu. Ça c'est le premier point. Tu as il faut qu'on comprenne à 1 an, à 5 ans, quel est ton chiffre d'affaires, quel est ton EBITDA. Tu vois, on ne sait pas très bien quelle est la taille de ton ambition d'un point de vue financier dans cette présentation. Voilà, et puis le marché de la HR Tech, c'est vrai qu'il est en feu, donc ça vaudrait le coup de comprendre un petit peu ce qui s'y passe. Tu vois, il y a beaucoup de levées de fonds, Personio, etc. Il y a des outils qui se vendent dans tous les sens. Nous, on utilise par exemple Happy Teams sur Slack, qui propose aussi une solution qui est peut-être similaire par certains aspects, mais assez différente dans l'exécution. Voilà, ton positionnement concurrentiel, ton positionnement dans le marché de la HR Tech était USPs. Tout à fait. Donc, je comprends pour la partie pricing. C'est vrai que j'aurais pu rentrer un petit peu plus en détail, mais je ne l'ai pas fait à cause d'un manque de temps. En tout cas, donc, on a 3 possibilités de panier aujourd'hui. Donc, on a un panier qui est low cost où les gens peuvent souscrire sans avoir un abonnement à l'année. Après, il y a un abonnement à l'année moyen et il y a un abonnement haut de gamme. Et en plus, donc, des 3 modèles, nous avons donc la possibilité par nombre d'invitations. Une invitation coûte donc entre 1,20 € et 4 € par personne, de rajouter un panier donc au service de base qu'on propose aujourd'hui, donc qui fait que le panier moyen de clients se joue entre 1 200 et notamment 9 000 € aujourd'hui. Voilà, donc ça c'est pour le pricing et pour notamment les ambitions. Donc on a envie de démarrer dans une démarche de croissance. Donc, on a quelques chiffres qu'on s'est donnés. Et donc, on veut, en 18 mois, réussir à atteindre 100 000 de MRR. Donc, avec cette démarche-là, en améliorant notamment toute la partie grosse automatisée parce que nous croyons dans le produit. Et nous pensons qu'il pourrait faire une vraie croissance par la vente donc en ligne. Parfait. Merci, Christian. David, à ton Ouais, tour. moi, je vais rejoindre un peu le point soumis et partagé par Philadelphie, c'est que je pense, Christian, dans l'attitude, ça se ressent dans ton pitch, à ne pas vouloir faire l'exercice et en signalant. Je pense que tu as déjà perdu un tiers de ton temps à signaler qu'en fait, tu n'avais pas assez de temps pendant que tu faisais le pitch. Et c'est dommage parce qu'en fait, juste adapte-toi. Et puis, je vais reprendre aussi le point soulevé par Julien. Il faut que tu acceptes que de toute façon, là, si tu pilles les investisseurs, tu rentres dans une 2e ou 3e vague de SaaS RH depuis 10 ans qui lève des fonds. Et tu peux difficilement attaquer le sujet en disant on fait de la QVT ou en gros on fait de la RH, on n'est pas comme les autres, personne ne nous ressemble. Ça ne marchera pas ce pitch parce qu'en fait, quoi qu'il en soit, tu pitches à des généralistes qui voient plein de SaaS. Qui ont été, moi je reçois des sujets SaaS RH, je te dis, je reçois 3 decks au moins toutes les 2 semaines de boîtes SaaS RH qui lèvent leur seed ou leur série A, quoi. Donc forcément attaquer le problème comme ça ne marchera pas. Donc vaut mieux que tu attaques différemment en disant voilà les solutions qui ressemblent, qui sont le plus proches et nous ce qui nous différencie. Et a priori que je fasse des enquêtes managériales ou des enquêtes d'avis salariés ou d'employee engagement, en gros, l'outil technologique de base, il me paraît être le même. Et tout l'enjeu est comment tu arrives à onboarder intelligemment les employés et combien te répondent et tout ça. Donc, moi, je préférerais en fait que tu aies une vision un peu héroïste du truc où tu me dis, en gros, on est très différents pour ces raisons. En gros, les barrières technologiques ou de la solution, c'est les suivantes et ça se prouve dans le ROI ou en fait dans l'utilisation, puisque contrairement à des solutions équivalentes, nous, on a un fort taux de réponse ou on a des employés plus engagés et là, tu attaques le problème intelligemment, tu n'es pas sur la défensive. Et
Et donc là, moi, je tape sur société.com, je vois que la boîte a été créée mi-2017, vous faites 8K de MRR, ton pricing n'est pas clair, vous avez 0 salesperson. Ça ne servira à rien de me vendre la startup parfaite, c'est clair. Et en plus, je trouve que ça ne te ressemble pas. Tu es un entrepreneur expérimenté. Ça ne sert à rien de faire le startup boy, tu vois, qui pitch tu vois, sa startup comme la première solution qui vient sur le marché et qui révolutionne le monde, quoi. Et c'est dommage, quoi. Moi, je préférais que tu sois plus concret, plus sérieux. Voilà. Et juste une question, la présentation, vous l'avez fait vous-même ou vous avez été accompagné dessus et sur le pitch et tout ça? Non, non, on l'a fait nous-mêmes. Pourquoi? Ok. Non, mais ça m'intéresse, ça m'intéresse. Parce que c'est très, je rejoins le point de Julien, c'est que le pitch est bien rodé. Si tu avais eu un peu plus de temps, tu aurais pu dérouler un pitch de 10 minutes sur lequel tu aurais été plus à l'aise. Et les slides sont très bien léchés, hein, donc c'est top, bravo à vous. Donc, notamment, je reviens sur le 2017 très rapidement. En effet, l'entreprise a été créée en 2017 sur le papier, sachant que Thomas, le cofondateur principal, et moi, nous avons quitté PSA tous les deux en fin 2019, juste le début du Covid. Et donc, pendant 2020, nous avons créé un prototype qui a eu des clients gratuits et qui nous ont permis donc de perfectionner l'outil pour le mettre en ligne, en vente notamment depuis mars cette année. Voilà, donc ça pour l'histoire de 2017, sachant que la société existait, mais nous, on était encore dans un emploi à l'époque et que du coup, on a pris notre courage entre les mains pour le faire parce qu'on savait qu'il y avait un vrai besoin pour ça. Et du coup, réellement, on existe depuis fin 2019. D'accord, d'accord. Je pense que c'est intéressant de mettre la chronologie. Tu l'as mis, hein, mais je pense qu'elle ne ressort pas beaucoup, mais peut-être dès le début de le dire. Et puis après, si vous avez fait un outil gratuit et que vous avez réussi à avoir un nombre d'utilisateurs gratuits assez important et des super feedbacks, mettez-le en avant. Et comme dit, moi, je préfère que tu attaques la concurrence en me disant en quoi tu es plus performant plutôt qu'en me disant que votre outil est très différenciant et que ça n'a jamais existé, quoi. Voilà. C'est évidemment aussi la force de son dossier, c'est l'évidence du besoin. C'est-à-dire qu'effectivement, les directions RH, elles sont paumées, les gens, ils sont en remote, il y a moins d'engagement, ils ont besoin de prendre le pulse de l'organisation. Tout ça, c'est un acquis. Mais effectivement, il y a une effervescence dans le monde des HR Tech, donc il faut tout de suite que tu traites le sujet pour que les investisseurs comprennent exactement où tu te situes, comment tu te différencies, ce que tu apportes de neuf. En tout cas, ce sont des super inputs. Merci beaucoup parce que c'est vrai qu'on a rarement pitché devant plusieurs personnes comme ça. On a eu la chance de le faire en direct et c'est toujours plus naturel. Et notamment donc pour ressortir une vraie différence, c'est vrai qu'on a essayé toujours d'intégrer un côté un petit peu scientifique à notre outil qui est très, très approfondi, qui s'appuie sur la psychologie en fait, parce qu'on a numérisé en fait, on a digitalisé des méthodes des psychologues du travail dans l'outil qui sont une vraie valeur ajoutée que peut-être d'autres qui font du pulse n'ont pas et qui permettent vraiment d'aller dans la profondeur des enquêtes et comprendre les vraies raisons. Christian, pourquoi tu n'intègres pas ça dans ton pitch, quoi? Pourquoi on l'entend quand on va se quitter alors qu'on n'a plus de temps Exactement. Voilà, intègre-le et montre quel est l'impact de ce travail-là, de cette R&D-là, dans les faits pour ton client. Enfin, en gros, sur les employés, sur les solutions RH, sachant qu'on a toujours l'impression que c'est du nice to have. Putain, vends-nous du ROI, quoi. Des chiffres clés qui montrent ta performance. En tout cas, merci. D'accord. Merci Christian. Merci en tout cas aussi à vous, Julien, David et Philippe pour ces retours. Voilà, un cartable avec plein d'inputs et plein de feedback pour toi, Christian et Thomas. Donc, en espérant que voilà, merci à vous. On va pouvoir enchaîner ensuite sur une nouvelle présentation. Ce sera avec Coup de marché. Donc, tu peux arrêter, si tu peux, Christian, le partage d'écran. On va pouvoir ensuite enchaîner avec Coup de marché. Alors, est-ce que Clément est là? Oui, je suis là, mais il faut que le partage d'écran soit fermé. D'accord. Christian, est-ce que tu peux? Par la question. Parfait, merci beaucoup, Christian. Voilà. Salut Clément. Merci. Bonjour. Est-ce que vous voyez mon écran? On voit ton écran. Donc, Coup de marché, pareil. Présentation très succincte, mais tu vas nous en dire plus. Je prends le chrono, on a le partage d'écran, 5 minutes, l'exercice, tu me dis quand tu veux.
C'est parti. Bonjour à tous. Merci pour l'invitation. Je m'appelle Clément. Je vais vous présenter Goût de Marché. Goût de Marché, c'est une épicerie en ligne 100% bio pour vous proposer les produits bio dans toute la France, donc beaucoup moins cher avec la livraison gratuite partout en France. On est parti d'un constat, c'est qu'aujourd'hui, le bio est réservé à une frange de la population assez faible au final, pour 3 raisons majeures. La plupart des gens trouvent ça trop cher, donc il y a une raison économique. Il y a une raison de confiance dans les labels, donc je ne comprends pas les labels, ça ne me parle pas. Et il y a une raison de disponibilité géographique, c'est-à-dire que si vous n'habitez pas dans le centre-ville d'une grande ville, vous n'avez pas forcément des produits bio accessibles à côté de chez vous. Donc on a pris ces 3 problèmes-là, et la solution qu'on propose, c'est du coup goûtdemarché.fr, donc c'est un site de vente en ligne avec un système d'abonnement. Donc vous abonnez pour 8,99 € par mois et ça vous donne accès à une gamme de produits. On a environ 1000 produits qui couvrent l'ensemble des besoins du quotidien à des prix qui sont beaucoup moins chers que les magasins bio spécialisés français. Donc on est entre 25 et 50% moins cher que Naturalia, Biocoop, Bio C'est Bon. Et on a une livraison et une expérience de livraison qui est vraiment hyper puissante. On livre entre 24 et 48 heures partout en France, sans minimum de commande gratuitement. C'est les 3 propositions de valeur qu'on fait grâce à l'abonnement sur goûtdemarché.fr. Le marché, il est énorme. C'est aujourd'hui un gros marché qui croît fortement. Il y a plusieurs choses intéressantes. Nous, on s'est positionné au croisement entre le marché du bioalimentaire qui est en train d'exploser et la vente en ligne qui est aussi en train d'exploser avec le Covid, mais même auparavant. Donc, on se met sur ce segment-là. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des parts de marché à prendre sur un gros marché actuel. Ce qui est aussi intéressant, c'est que le marché croît de 1,4 milliard d'euros tous les ans. Donc, la question aussi, c'est qui va réussir à prendre ces nouvelles parts de marché sur le bio français. L'équipe, j'ai monté Goût de Marché avec Jonathan. On a lancé ça le 26 avril dernier, donc c'est tout récent. Moi, j'ai un parcours avec différentes expériences. J'ai travaillé longtemps chez Decathlon en France et en Asie. Et j'étais à New York pour les 5 dernières années. J'avais monté une première entreprise, c'est un restaurant catering qui s'appelait Troquet, qu'on a fermé pendant la période Covid. Et je suis rentré après 10 ans d'expatriation pour lancer Goût de Marché avec Jonathan, qui a un profil qui est aussi, c'est pas non plus un first-time entrepreneur. Il a monté une boîte il y a quelques années et depuis 6 ans, il travaillait chez Uber. Donc, il a fait un peu tout ce qu'on peut faire chez Uber sur la partie Ops. Et du coup, il a démissionné de Uber pour rejoindre l'aventure. On est 2 amis d'enfance, on se connaît depuis 15 ans. On était en colocation pendant nos études. Sur les équipes, on travaille avec Anaël, Quentin et Florian sur les différents sujets actuels. Et on a mis aussi un pool d'investisseurs. J'ai mis un pool d'investisseurs dans le slide pour vous expliquer. On a déjà levé un peu d'argent en BSAR. Donc justement, avec Sid Legals, qui a fait un super boulot, on était hyper contents. On voulait lever 100 000 € et puis on avait atterri à 175 000 €. Donc c'était une première victoire qui nous a permis aussi de lancer l'activité, le business et le site Internet. Aujourd'hui, où on se situe, on a un MVP qui tourne. C'est-à-dire qu'en 6 mois, on a shippé plus de 500 commandes, on a 180 abonnés payants. Donc, on a créé une marque qui s'appelle Goût de Marché avec tout ce qui va avec. On a un site Internet, on sait vendre, on est capable de vendre. On a pris une solution pour démarrer très connue, Shopify, pour ne pas partir sur des devs inutiles. On est capable de livrer. Donc, on a mis en place tous nos outils de livraison et de logistique et toutes les ops, les opérations qui tournent parfaitement. Et ça, c'est le point fort de Jonathan. Et puis après, on est capable de bien acheter et on a un entrepôt à Saint-Ouen qui fait 220 mètres carrés. Donc, on achète en direct autant que possible chez nos fournisseurs. On récupère à Saint-Ouen les produits et puis après, on redispatche chez nos clients. On va lever, nous, on a un business de volume, donc on va lever, on cherche 1 million d'euros début d'année prochaine pour faire 2 choses principalement, pour recruter et faire de l'acquisition client, qui sont nos deux sujets d'actualité. On est encore en train de chercher les actionnables et on fait du test and learn sur l'acquisition pour vraiment comprendre la meilleure façon d'acquérir nos clients. Aujourd'hui, pour être très transparent avec vous, on a un repeat qui est très fort. C'est l'intérêt principal d'avoir un abonnement, plus que les 8,99 de chiffre d'affaires. Par contre, on a encore du mal on est encore en train de tester sur la partie acquisition quels sont les meilleurs leviers, les meilleurs canaux d'acquisition pour
pour intégrer les nouveaux clients, sachant que l'abonnement est forcément un frein à l'entrée sur notre projet. Voilà, ça c'était la première commande en avril de cette année dans l'entrepôt à Saint-Ouen. C'est parfait. Regarde, la sonnerie est là. C'est bon timing, nickel. Merci beaucoup Clément pour cette présentation. Qui est-ce qui veut commencer du côté de nos experts, nos jurys? Je ne vais pas monopoliser la parole, hein, mais... Ah bah non, mais je t'en prie. Allez, j'y vais. Bravo, c'est un super pitch, c'est très clair. Par contre, je pense que ce qui est, pour que tu réussisses à faire ta levée de fonds, ce qui va manquer maintenant, ce sont des chiffres, des stats sur le business. J'ai bien aimé l'approche honnête sur là où tu galères, mais justement, c'est quoi ton ratio coût d'acquisition versus lifetime value estimé? C'est quoi le panier moyen? Et là, il va falloir des métriques parce que tu es un business qui est quand même pas rocket science à comprendre. Et la visibilité en fait, de ton modèle, elle sera prouvée par des ratios. Donc, et ça, par contre, c'est pas dans les annexes, c'est ça qui est essentiel. C'est pas le BP, c'est vraiment les ratios. Je ne suis pas expert du B2C, peut-être que d'autres membres du jury pourront intervenir, mais voilà, en gros, c'est combien tu dois dépenser pour choper un nouveau client, combien de temps, et c'est ça qu'en fait, et toi, tu dois te focaliser uniquement là-dessus. Par contre, c'est très clair, j'y crois. Enfin, on pourra y croire quand on verra les chiffres. Il y a un truc qui m'a surprise au fond, c'est comment tu fais pour être 50% moins cher que Naturalia et Biocop. Et si c'est vraiment le cas, c'est ça que tu dois mettre en avant plus que tout le reste. Ok, je te réponds. Comment on fait? On est des pure players, donc on n'a qu'un seul entrepôt, on n'a pas de magasin en propre, on n'a pas d'équipe, on a une gestion de nos charges qui est hyper optimisée. Deuxième point, on a un abonnement, donc on a un recurring qui est fort sans avoir à dépenser des fortunes sur le marketing. Ce qui nous coûte cher, nous, c'est d'avoir de l'acquisition et après d'avoir du repeat. Ça nous coûte beaucoup moins cher parce que les gens ont cet abonnement. Donc, c'est comme, si tu veux, parfois on se définit comme le Netflix du bio. C'est-à-dire que tu as plus tendance à regarder des séries sur Netflix si tu es abonné que si tu n'as pas l'abonnement. Et le troisième sujet, c'est que c'est pour ça aussi qu'on a un business de volume, c'est qu'on a réduit nos marges sur chacun de nos produits et de nos ventes en revenant sur des marges beaucoup plus traditionnelles, sachant qu'aujourd'hui, les marges que font les magasins bio sont plus élevées que les marges sur les produits traditionnels, ce qui est un non-sens, mais ce qui marchait bien jusqu'à maintenant parce que la population et la clientèle étaient une clientèle CSP+. Mais pareil, le découpe des marges, ça doit être présenté. C'est essentiel en fait. Okay. Tu dois nous montrer en gros les marges en moyenne sur différents typologies de produits. Mais c'est bien, c'est cool, franchement. Merci. Merci Philadelphe. David, tu veux enchaîner? Ouais, écoute, merci beaucoup Clément, et puis ravi de te retrouver en France. C'est bien d'avoir des entrepreneurs comme toi qui connaissent leur métier, qui reviennent monter des boîtes chez nous. Écoute, c'est super intéressant, mais effectivement, je reviens sur ce que Philadelphe disait, c'est qu'on reste vraiment sur nos fins, sur les métriques, et puis tu vois, on approche quand même de la fin d'année. Moi, j'ai qu'une envie, c'est de demander t'en es où à date, quoi, sur les objectifs. Et après, ça, vous avez un positionnement un peu différent avec l'abonnement qui est intéressant. Moi, j'ai déjà vu des marketplaces ou des équivalents en revenir parce que un taux de churn trop important. Enfin bref, et tu peux faire le business différemment aussi. Mais en termes de référencement, tu vois là, on a vu plein de boîtes, marketplace bio et équivalent se lancer ces 2 dernières années. Donc de temps en temps, je faisais un petit tour sur Google pour voir qui ressortait en première page. Et là, clairement, il y a la masse d'acteurs. Tu tapes produits bio en ligne. Voilà. Donc, ça m'intéresse de savoir comment vous allez faire votre acquise et comment tu envisages justement l'acquisition là-dessus, quoi. Et après, c'est clair que nous, dans ce cadre-là, on ne veut pas juste voir un PNL, quoi. En fait, on veut voir ton coût d'acquisition client et ta LTV et tes marges par client. Il va falloir être beaucoup plus fin sur ce que tu présentes. Si ton modèle est la différence, je veux savoir pourquoi il est meilleur et comment tu excelles là-dedans et comment ça te rapporte de la thune et pourquoi personne d'autre le fait, quoi. Et après, sur le coût d'acquisition, a priori, tu l'as dit, c'est un des gros enjeux pour vous. Dis-moi comment tu fais et je te laisse répondre, ça m'intéresse. Ouais, sur la partie, c'est une bonne question, c'est le sujet actuel. Sur la partie acquisition, c'est vraiment là où on passe 90% de notre temps. On réinvente pas l'acquisition, si tu veux. On fait deux choses, on fait de l'acquisition payante, l'acquisition gratuite. Acquisition gratuite, on fait beaucoup de contenu sur du blog, sur plein d'informations. On a créé la marque avec aussi les réseaux sociaux. Et sur l'acquisition payante, on fait des choses qui sont Google Ads, Merchant Center, Facebook Ads.
Et si tu veux, on est encore dans cette phase d'itération où on fait du test and learn. Les data, je les ai, j'aurais dû les présenter. Je ne l'ai pas fait aussi parce qu'on est encore prudent sur les data parce que tu vois, quand on a lancé la boîte, on a fait une campagne Ulule sur lesquelles les gens ont participé. Et du coup, il y a encore un peu de bruit, un peu de pollution sur les data qu'on a. Comme on n'a que 6 mois d'activité, il faut aussi faire attention à ne pas tirer des conclusions trop rapidement sur notamment, tu vois, quel est votre persona. Est-ce que c'est un mec, est-ce que c'est une dame, parce que la plupart du temps, c'est encore les femmes qui font les courses. Est-ce que c'est une dame qui vient de ville, qui vient de zone urbaine, qui a une famille, pas de famille, tu vois, on est encore en train d'analyser la data. C'est qui le génie de l'acquisition qui est dans l'équipe là aujourd'hui? En fait, au début, on a sous-traité la partie acquisition. On a travaillé avec des freelances et des agences. Ça a pas, on n'était pas satisfait on n'était pas complètement satisfait de ce qui se passait. Donc, on a récupéré ça complètement en interne et on s'est inscrit à Marketing Flow. Je ne sais pas si tu connais, c'est une communauté. Mais attends, là, en fait, moi, ce que je veux entendre, Clément, c'est tu me dis, en fait, j'ai un petit génie là que j'associe à la boîte et qui est un ancien et tu me listes le CV là et voilà, parce qu'en priori, franchement, c'est Bah, vas-y, je te laisse enchaîner bien. Mais... Je te rejoins. C'est un play d'opération et de marketing. Donc, l'opération, tu as le profil de ton cofondateur, il y a le profil, etc. Il n'y a pas de question. Sur le marketing, dans ta presse, tu mets un interim head of marketing. Alors, ça suscite juste plus de questions, quoi. C'est qu'est-ce qui est en charge et tu as quelle capacité d'exécuter. Donc, il faut que tu présentes ce sujet. Ok. Le petit génie, c'était Quentin, qui nous a aidé énormément depuis le début de l'activité, mais qui était en freelance. L'idée, c'est que c'est notre premier recrutement. C'est pour ça qu'on cherche de l'argent aussi. C'est que c'est notre premier recrutement pour l'intégrer en interne. Il a fait quoi, Quentin, pour être le génie sur lequel tu comptes pour défoncer le marché, quoi, en gros, parce que... C'était le head of marketing de IMIA chez Uber. Ok. Donc, toute la partie... Bah, ça, tu vois, il y a un petit... le cache pas. Ouais, il y a un petit truc qui peut être sympa, c'est tu mets... Enfin, vous avez déjà discuté du package et tout, c'est... En gros... Hein. Ouais, non, enfin... Ça sera... après avoir fait les BSA avec Sidlegas, tu peux faire les BSPCE ou les... ouais. Non, mais en gros, ce qui est intéressant, c'est dans ta slide équipe, tu peux mettre tout comme, ou alors, bref, c'est quelque chose que tu mets assez vite en avant parce que clairement, donc tu vois, ce qui manque clairement, c'est on veut voir ta capacité et ton sérieux sur ces sujets d'acquisition qui vont être essentiels pour le succès de la boîte ces 12 prochains mois et surtout l'optimisation du cash. Tu es gentil de me demander 1 million pour faire de l'acquise, mais moi, je veux savoir que tu es le meilleur pour le dépenser, quoi. Donc, à ce moment-là, je veux savoir qui gère le budget et qu'est-ce que vous avez trouvé comme secret sauce là-dessus pour y aller. Et ce qui fait que si je compare coût d'acquisition des concurrents et le tien, sur la durée, on est plus efficient, quoi. Et c'est clair qu'il faut que tu mettes ces éléments en avant parce que là, ça manque cruellement, quoi. Si tu as du bruit dans tes data et tu n'as pas assez de profondeur, tu mets current et target, quoi. Mais tu montres vers quoi tu veux aller en termes de CAC, de LTV sur CAC, de repeat behavior, de repeat purchase, de churn. Non, c'est un bon feedback. Les data, on les a, c'est juste le choix des slides. Il manquait la slide sur ces sujets-là. Ouais. C'est parfait. Hein. On est là pour ça. Sinon, c'est super appétissant. Tu n'as pas répondu à la question. T'en es où par rapport à tes objectifs 2021 ? On est en retard. On a pris 3 mois de retard. Ok. Donc, à mon avis, si tu as pris 3 mois de retard par rapport à ce que tu as affiché là, affiche pas ça. À ce moment-là, revois tes chiffres parce que tu vois là, alors peut-être que tu pitches pour l'année prochaine et cette slide-là, tu vas la mettre à jour. Mais clairement, c'est pas le moment de me dire que tu es en retard sur tes objectifs. Alors, revois les objectifs et vends-moi les autres objectifs pour me dire que tu es en avance, quoi, quitte à reformuler un peu le pitch. Mais ce serait pas bon signe, quoi. Ça marche. Parfait. Il nous reste, disons, peut-être un dernier petit feedback. Si vous voulez en donner un, il y a pas mal de choses qui ont été dites. Sinon, si tout a été dit, en tout cas, merci Clément encore pour ta présentation. Je pense que tu as eu pas mal de petits feedbacks aussi intéressants. C'est le but de l'exercice. On va pouvoir enchaîner. À bientôt Clément, on se reparle rapidement. Ouais, ça marche. Salut. On va enchaîner du coup sur la prochaine startup. C'est parfait, c'est Waro. Donc, bonjour à vous deux. Est-ce que vous pouvez partager votre écran pour mettre le pitch? Et puis, vous avez vu l'exercice. Hein. On va pouvoir enchaîner. Moi, je vais mettre le chrono. Quand vous voulez, vous me dites. Et c'est parti.
C'est bon, vous voyez bien l'écran? Ouais, on voit bien l'écran. Merci. Allez, super. Bon, bah, écoutez, bonjour à tous. Donc, moi, c'est Paul, je suis CEO et cofondateur de Waro. Et donc, aujourd'hui, je suis accompagné d'Adrien et on va vous présenter notre projet. Alors, ça commence bien. Donc, chez Waro, on a une mission, nous, c'est d'aider les entreprises à mesurer et valoriser l'impact environnemental de leurs produits. Alors, pourquoi on a cette mission? Parce qu'aujourd'hui, ces entreprises, justement, elles font face à plusieurs enjeux. Donc, d'une part, on l'a vu dans le pitch d'avant, mais l'évolution des attentes consommateurs qui demandent de plus en plus de transparence sur le plan environnemental aux entreprises. Et d'autre part, l'évolution du contexte réglementaire, notamment avec la mise en place de l'affichage environnemental qui va obliger ces entreprises à mesurer l'impact environnemental de leurs produits. Seulement aujourd'hui, ces entreprises elles font face à plusieurs problématiques opérationnelles qui les limitent dans la mise en place de tels projets. Donc tout d'abord, la méthodologie qui est utilisée, qui est la méthodologie d'analyse de cycle de vie, est une méthodologie qui est complexe à prendre en main et complexe à déployer. De plus, elle va demander aux entreprises de collecter des données sur l'ensemble du cycle de vie de leurs produits. Et enfin, c'est une démarche qui est très manuelle et qui est aujourd'hui non déployable à l'ensemble d'un catalogue produit. Donc, pour répondre à cette problématique, chez Waro, nous, on développe une plateforme SaaS qui permet de simplifier la réalisation d'analyses de cycle de vie pour les entreprises du secteur du textile et de l'ameublement. Alors concrètement, comment ça fonctionne Waro? Les entreprises vont renseigner sur la plateforme des informations clés sur leurs produits. Donc, par exemple, quelles sont les matières premières utilisées dans mon t-shirt, quelles sont la localisation des différentes étapes de fabrication, quelles sont mes étapes de transport. Et on va traduire ces informations, grâce à nos algorithmes, en des impacts environnementaux. À travers la plateforme, on va leur permettre de collaborer avec l'ensemble de leur chaîne de valeur pour fluidifier la circulation de l'information environnementale. Et lorsque cela est pertinent, on va leur permettre de collecter automatiquement ces données produits pour leur permettre de déployer cette démarche à l'ensemble de leur catalogue produit. Donc concrètement, les entreprises, une fois qu'elles ont accès à ces résultats d'impact sur leur catalogue produit, elles vont pouvoir le valoriser de deux manières. D'une part, communiquer avec pédagogie ces impacts auprès du consommateur pour qu'il puisse comprendre l'impact environnemental du produit qu'il regarde. Et d'autre part, valoriser les efforts d'éco-conception qui sont mis en place avec des comparaisons. En parallèle de cette communication, les entreprises vont pouvoir mener des analyses pour identifier les leviers d'éco-conception qui vont leur permettre de réduire l'impact de leurs produits et d'autre part, d'alimenter leur stratégie RSE avec des données plus opérationnelles. Donc concrètement, aujourd'hui, les entreprises qui utilisent Waro, elles ont trois gros avantages. Le premier, c'est d'internaliser la compétence d'analyse de cycle de vie et de gagner en autonomie sur la mesure d'impact, ce qui leur fait économiser des coûts. Deuxièmement, elles vont pouvoir gagner du temps grâce à l'utilisation du logiciel sur la réalisation d'une analyse de cycle de vie. Et enfin, elles vont pouvoir déployer cette démarche à grande échelle. Donc aujourd'hui, Waro, on fête nos 6 mois. On a développé la première version de notre produit et aujourd'hui, on a déjà déployé la solution chez plusieurs de nos clients qui utilisent aujourd'hui Waro au quotidien pour mesurer l'impact de leurs produits. Donc pour parler un peu du marché, pourquoi on a choisi le textile et l'ameublement? Parce qu'il y a un time to market idéal. Paul l'a dit, l'affichage environnemental va devenir obligatoire à partir de 2023 pour le secteur du textile et l'ameublement est jugé comme un secteur prioritaire, donc va suivre très rapidement. En parallèle, dans le plan de relance, il y a des subventions proposées pour les entreprises pour accélérer les projets de mesure d'impact et d'éco-conception. Et enfin, dans ces deux secteurs, les leaders des secteurs sont souvent pionniers et moteurs dans les démarches d'éco-conception et de mesure d'impact et donc tirent le secteur vers le haut. Notre marché, on l'estime à 10 milliards d'euros au niveau européen et ce qu'il est important de comprendre, c'est qu'aujourd'hui, ce marché il est très mal adressé par les acteurs historiques. Alors, les acteurs historiques, qui sont-ils? Tout d'abord, il y a les logiciels d'ACV qui sont des logiciels dédiés aux experts, aux ingénieurs en ACV et donc pas adaptés aux besoins des entreprises. Il y a également les cabinets de conseil et les bureaux d'études spécialisés qui, eux, proposent des prestations ponctuelles, souvent sur un temps long, environ 6 mois, et à des tarifs assez élevés, jusqu'à 20 000 € pour une seule référence. Et maintenant, il y a de nouvelles solutions web qui émergent et qui cherchent à rendre plus accessible la mesure d'impact pour les entreprises. Et là où chez Waro, on va se différencier, c'est qu'on va intégrer dans la mesure d'impact l'ensemble de la chaîne de valeur de l'entreprise pour pouvoir lui donner accès à des données plus spécifiques à leurs produits et surtout accélérer l'étape de collecte des données. Donc, pour attaquer ce marché-là, on propose un business model sur la base d'un abonnement mensuel qui va être indexé sur le nombre de références analysées. L'intérêt de ce business model, c'est de pouvoir acquérir rapidement des clients avec des packs avec un nombre faible de références, puis après d'augmenter notre chiffre d'affaires et notre MRR en leur permettant de déployer la solution sur l'ensemble de leur catalogue produit. On a identifié 4 segments différents. Tout d'abord, notre segment prioritaire qui sont les marques éco-responsables qui ont un intérêt à mettre en avant leurs efforts d'éco-conception.
Ensuite, les segments des PME-ETI et des grands groupes. Les PME-ETI parce qu'elles n'ont pas encore de solution adaptée à leur taille, et les grands groupes car le sujet de l'automatisation est très important pour elles. Et enfin, nous allons profiter d'un effet de réseau auprès de nos clients pour vendre notre solution auprès de leurs fournisseurs. Donc, pour mettre en place ce projet, nous sommes 4 entrepreneurs centrales Supélec. Donc, nous sommes des first entrepreneurs. Mais nous nous connaissions déjà avant de lancer le projet, car nous avons travaillé ensemble dans le monde associatif de l'école sur divers projets. Et à nous 4, nous rassemblons les compétences nécessaires pour la réussite de notre projet chez Waro. Merci beaucoup et n'hésitez pas à se poser des questions. Merci à vous deux. On dépassait peut-être de quoi 4 secondes, 5 secondes, donc c'est bon, on était dans les temps. On ne va pas être si exigeant quand même, hein. Le but, c'est d'avoir des bons feedbacks, de pouvoir échanger avec nos experts. Donc, je vous passe la parole. Qu'est-ce qui veut commencer, Julien, apparemment? Peut-être commencer, ouais. Allez. Enfin, je trouve que la présentation, elle est très belle. D'abord, elle est très, tu vois, graphiquement, point de vue design, elle est simple, il n'y a pas trop de mots, c'est percutant, j'aime bien. Là, ce qui m'a déçu, mais qui n'est pas dans votre slide, mais qui est dans le PDF que vous avez envoyé, c'est le chiffre d'affaires. 3 ans pour atteindre 1,5 million, vous faites 64 kilos l'année prochaine, vous faites quoi? Vous donnez l'impression de vous endormir. Hein, tu vois, le pitch, il est super, le besoin, on comprend, la solution a l'air sympa, c'est bien présenté, etc. Et puis, cette page-là, honnêtement, moi, ça m'a déçu, quoi. C'est tout ça pour ça, quoi. Enfin, tu vois, comment ça se fait que vous êtes qu'à 1,5 million dans 3 ans? Non, mais c'est une bonne question. Après, là, en fait, on essaye d'être très pragmatique, on va dire, sur les objectifs qu'on se fixe. Donc, quand on a lancé le projet il y a 6 mois, on s'est dit, OK, on aura 5 clients à la fin de l'année. Et là, on est en phase avec ces objectifs. Une grosse partie de notre travail au quotidien, donc Adrien l'a dit, sur le secteur textile, il y a tout le contexte réglementaire qui fait que ça devient un vrai sujet et que donc, le cycle de vente est assez court. Sur d'autres secteurs qu'on traite, notamment l'ameublement, on a beaucoup plus de pédagogie et beaucoup plus de travail à faire sur le cycle de vente qui fait que c'est un peu plus long. Après, voilà, donc il y a… Mais si tu as 4 clients cette année, pourquoi tu n'en as pas 50 l'année prochaine 250 en FY 23 et 2000 en… Tu vois, ou alors c'est des grands groupes, mais dans ce cas-là, ça doit être plus rémunérateur. Enfin, il y a un truc qui a l'air de pas bien coller dans votre, soit dans votre acquisition de clients, soit dans votre modèle tarifaire, soit dans votre niveau d'ambition. Mais ouais, c'est le seul point négatif que j'ai relevé. Okay. C'est vrai qu'un des paramètres, c'est la taille des groupes qu'on vise. Comme on le disait dans la slide segmentation, pour l'instant, on est plutôt focus marque éco-responsable et PME qui sont déjà convaincus de l'intérêt de la démarche et chez qui, pour l'instant, on signe plutôt des petits packs. L'idée derrière, c'est de les convertir sur les packs un petit peu avec plus de références, comme le mentionnait Adrien, et d'aller vers les grands groupes qui, eux, vont nous rapporter, vont avoir un MR qui est plus élevé. Mais OK, très bonne remarque, on va travailler tout ça. Et peut-être aller vers des ventes indirectes, avoir des prescripteurs, je sais pas, des cabinets de conseil, ceux qui parlent du sujet avec les grands groupes, qui puissent embarquer votre solution. Ça, c'est quelque chose qu'on commence à creuser. En effet, on est rentré en discussion avec pas mal de cabinets de conseil qui sont intéressés pour mettre en place des partenariats pour faire un système mix entre l'accompagnement proposé par le cabinet de conseil et la solution logicielle apportée par Waro. Et en parallèle, on creuse aussi des partenariats avec des distributeurs qui peuvent pousser notre solution aux marques qui distribuent. Donc, notamment un de nos clients qui est très éco-design qui fait ça aujourd'hui dans l'ameublement. Parfait, merci pour ce retour, Julien. Ok, booster les ambitions, à retenir, avoir un peu ces questions-là. Pour enchaîner, David. Oui, merci les gars, super pitch effectivement, et puis une thématique qui intéresse beaucoup d'investisseurs. Il y a 2 sujets, je rejoins le point, et puis pour le poursuivre, je me demande si vous n'avez pas, la question c'est peut-être vous avez peur en fait de signer trop de clients, et combien de temps ça vous prend pour les déployer, c'est peut-être ça. Est-ce que vous êtes toujours en phase de co-développement avec eux, et que ça vous prend du temps de les onboarder, la data et tout ça. Et si ce n'est pas le cas, effectivement, pousser l'ambition plus loin, quoi, parce que voilà, et puis focuser sur les marques fashion, si effectivement elles signent plus vite, plutôt que vous disperser trop sur l'ameublement et la fashion. La diversification, ça va peut-être plus tard. Voilà, et puis moi je restais un peu sur ma faim sur la présentation de la concurrence. Il y a quand même des nouvelles boîtes qui se lancent là-dessus.
qui sont un peu plus digitales que vous vouliez bien le penser ou l'afficher. Donc, ça m'intéresse de voir qu'est-ce qui vous différencie chez le client. En gros, qu'est-ce qui fait qu'il part avec Waro plutôt qu'une autre solution tech qui lui propose de la mesure d'impact. Voilà. Ouais, bah, pour rebondir dessus, du coup, je pense que, en termes d'onboarding, donc en effet, on a commencé par les premiers mois sur de la co-construction, mais aujourd'hui, la solution, elle est dispo, elle est déployable chez nos clients assez facilement. Donc aujourd'hui, on fait juste une petite heure de formation et d'onboarding sur la solution, mais ça ne nous prend pas tant de temps que ça, une fois que le client est signé, de lancer le projet. J'en profite, tu peux détailler rapidement comment se passe l'onboarding? C'est je t'importe l'ensemble de mes produits, de mes partenaires. Enfin bref, comment ça se passe si tu peux nous le synthétiser rapidement? Oui, en fait, on leur ouvre l'accès sur la plateforme directement. Et en fait, eux, sur la plateforme, ils viennent saisir leurs infos produits. Donc, généralement, on part sur une dizaine de références où eux viennent renseigner les infos clés sur leurs produits, quelles sont les étapes de fabrication, quel endroit, et ça leur donne les impacts environnementaux. Et ça leur prend du temps? En moyenne, c'est 30 minutes par produit. D'accord. Ok. Donc, elles le font volontiers, quoi. Tu n'as pas un sujet d'onboarding automatisé ou de lien avec différents logiciels, ou une base de données pour automatiser tout ça? C'est une très bonne remarque et nous, c'est notre objectif. Là-dessus, on a besoin de lancer les projets avec les clients pour développer ces automatisations. Donc là, dans un premier temps, en fait, nous, on a déployé le cœur, on va dire, de mesure d'impact et on s'est focus sur l'UX, sur les premiers retours. Et là, on est en train de lancer justement de creuser les sujets autour de l'automatisation et de l'intégration de la chaîne de valeur, où là, on a besoin de construire ça avec les clients. Parfait. Tu veux enchaîner, Phil? Ouais, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit déjà. Je pense qu'il y a rien à changer sur la forme et sur la structure de la présentation. Moi, par contre, j'ai un problème avec le job to be done, tu vois, un petit peu le pain que tu essaies de résoudre chez tes clients, qui me semble il ne me semble pas que ce soit un problème dont les gens ont vraiment conscience, tu vois. Les gens ne font rien en fait pour monitorer ça et ils vivent très bien sans votre solution. Et donc, j'ai l'impression que vous avez un effort en fait d'évangélisation ultra important à faire. Et ça m'interroge. Je comprends du coup pourquoi est-ce que du coup l'ambition elle est faible à ce moment-là, parce que à ce niveau-là, parce que tous les nouveaux clients, il faut aller les voir, il faut les convaincre. Donc votre enjeu, à mon avis, c'est de réfléchir à une stratégie un petit peu pour soit faire en sorte que votre communauté d'acheteurs potentiels prennent conscience et viennent vers vous et réclament une solution qui leur permette d'avoir ces informations-là, ou d'affiner un petit peu le top to be done en se disant ok, comment est-ce que je peux aider mes clients à résoudre un problème qui est mal adressé aujourd'hui, tu vois, pour pas être dans du nice to have, mais devenir un must have. Voilà. Ça, c'est un peu plus profond comme problématique, mais je pense que c'est mon retour. Quand tu parles d'enjeux réglementaires, généralement, ce qui est intéressant, c'est est-ce qu'il y a un aspect punitif ou c'est que recommandé? Si c'est que recommandé, tu coches pas ta case must-have. Et si tu veux cocher ta case must-have sur le business, c'est est-ce que vous différenciez parce que tu multidiffuses cette information sur l'ensemble des marketplaces sur lesquels sont vendus ces produits-là ou autres? Et est-ce que ça a un vrai impact sur le business parce que tu as un taux de conversion de transfo plus fort quand tu es une marque qui affiche cette information ou pas? Et c'est vrai visiblement, on a très peu de données là-dessus. Et c'est clair qu'on se dit encore, quand on lit des decks comme le vôtre, que c'est un nice to have et qu'en fait, on investit pour de l'évangélisation plus que pour une réussite business, quoi. Ouais, parce que c'est peut-être des données qu'il faut qu'on mette un peu plus en avant parce qu'on commence à avoir pas mal de stats sur ces sujets-là. Donc, il faut peut-être qu'on travaille justement pour le faire ressortir plus dans le discours. Génial, pas mal de feedback. Est-ce que vous voulez ajouter un petit point? D'autres feedbacks? Non, on est bon. Mais écoutez, merci. Ouais, David, tu veux ajouter un point? Ouais, juste si vous avez un nouveau deck à envoyer avec des infos là-dessus, j'ai pas mal d'investisseurs qui s'intéressent à la thématique, donc il y aura peut-être des choses à faire ensemble si vous voulez qu'on creuse ensemble. C'est génial, c'est ça aussi l'objectif de cette session. Donc n'hésitez pas. Mise à jour du deck sur la base des remarques, les gars. Et puis, on se reparle, nous, quand vous voulez. Merci encore pour votre présentation. C'était un deck hyper léché. Les feedbacks sont là. On va enchaîner avec la dernière startup. Donc, la dernière startup, c'est avec toi, Florent. Donc, sur Walkanda. Est-ce que tu peux partager? C'est parfait.
ton pitch deck. Et puis, bonsoir. Alors, bonsoir, on va reprendre le timer. Hop, 5 minutes quand tu veux. superbe. Bonsoir à tous. Merci beaucoup de me recevoir. Et je suis dernier à passer, donc je vais essayer de garder de l'énergie pour ne pas vous perdre. Le street art, c'est le mouvement majeur artistique du 21e siècle avec les NFT. C'est un impact important dans les villes en termes économiques, sociaux. C'est aussi extrêmement viral et populaire. Et pourtant, malgré tous ces facteurs-là, il s'avère que les street artistes ont encore beaucoup de mal à monétiser leurs œuvres. Leurs crédits leur propriété intellectuelle est souvent très peu créditée et ils n'ont pas forcément d'outils digitaux à leur disposition. Du coup, nous, on pense chez Wakanda qu'on va être en mesure d'ouvrir et de vraiment débrider le marché du street art en utilisant les NFT. Donc, les NFT, ces fameux actifs numériques rares qu'on peut collecter. Ils ont un contexte, dans le contexte urbain, ils ont une utilité claire qui est de mieux archiver les œuvres et leurs caractéristiques, potentiellement immortaliser l'œuvre en les inscrivant sur la blockchain, et surtout, ça va permettre à l'artiste de récupérer la propriété intellectuelle sur l'œuvre. Donc, le NFT, en fait, va capturer cette propriété intellectuelle. Il va pouvoir servir de substitut au mur et donc ouvrir le marché à des collectionneurs internationaux sans qu'ils aient besoin de forcément retirer des briques du mur pour pouvoir commencer à collectionner les œuvres. Donc, pour les artistes, il y a une proposition de valeur assez forte qui est évidemment des nouvelles sources de revenus, pas forcément juste sur l'achat, mais aussi sur les reventes, parce que les droits de suite ou copyright sont encodés en fait à chaque fois, et donc tout ça c'est automatisé. Et aussi, ça va permettre plus d'interaction avec leur communauté de fans et leur communauté de fans. Donc concrètement, nous, on a développé à l'heure d'aujourd'hui 3 produits. Une marketplace où les artistes vont pouvoir s'identifier et inscrire leurs œuvres. Une application mobile qui est un peu comme le Shazam du street art, où en gros, vous prenez une photo de l'œuvre et vous allez avoir des infos sur l'artiste, l'œuvre et potentiellement le NFT derrière. Et cette application mobile nous permet d'organiser des événements un petit peu improbables. On en a fait un à Bordeaux et un à Paris qui ont très bien marché à chaque fois. C'était un peu des POC et on a pu tester et voir ce qui allait, ce qui n'allait pas. Donc, voilà. En termes de taille de marché, on est sur un marché très niche encore à l'heure actuelle. Bon, on parle d'NFT et de street art, donc c'est des marchés qui sont très niches et naissants. Pour autant, on pense que d'ici quelques années, la taille du marché dépassera les 1 milliard pour la simple et bonne raison qu'à l'heure actuelle, c'est encore naissant, on a déjà des fresques qui sont évaluées à plusieurs millions chez certains artistes. Et nous, dans tout ça, en fait, on va prendre entre 5 et 15% sur les ventes de NFT en fonction de notre implication. Donc, le minimum, ça va être 5% sur la plateforme. Et derrière, si les artistes, justement, ont besoin de contrats spécifiques, ont besoin, enfin, quand je dis contrat, de smart contract, du coup, ou de design, d'animation, etc., on se positionne aussi là-dessus. Donc, l'équipe fondatrice, Anthony Grenic, du coup, qui est notre logiciel architecte, qui a bossé pour des boîtes du CAC 40 et qui était CTO avant de son ancienne startup sur Clermont-Ferrand. Simon Frémaux, qui est lui notre lead front et blockchain. Donc, il a plus de 4 ans dans les NFT. Donc, il était à la naissance des NFT, en fait. Donc, c'est vraiment un avantage compétitif de l'avoir parce qu'il est tout simplement dans l'écosystème et très apprécié de par la communauté des développeurs, parce que voilà, on a commencé aussi, je n'ai pas le temps de vous en parler, mais on a aussi développé des outils open source. Et du coup, je suis Florent Turin, je suis à la base de l'idée. J'ai eu cette idée en 2018 quand je suis parti faire mon master à Lisbonne en entrepreneuriat et stratégie, où je suis tombé amoureux du street art. À la base, je suis de Bordeaux, et voilà, je viens des vignes, donc je n'étais pas trop exposé au street art, mais voilà, c'était au moment où j'étais à fond dans la crypto et le street art, et donc c'était une évidence pour moi qu'il y avait énormément de choses à faire dans ces choses-là. En termes de chiffres, on a eu, voilà, comme je vous ai dit, un peu de traction au niveau des événements. Après, c'est vrai qu'on s'est très focalisé sur la technologie. On onboard pas facilement des nouveaux artistes parce que c'est vrai que c'est un champ qui est très nouveau avec beaucoup d'éducation à faire. Par contre, on a
des beaux partenariats qui sont établis avec différents types d'acteurs, que ce soit dans street art ou dans les pure players crypto. Donc, je serais heureux de parler là-dessus aussi. Après, on parle quand même d'une nouvelle industrie, du Web3, et c'est très orienté sur la communauté. Donc, on a beaucoup de parties prenantes, on va dire, et des gros coups à jouer sur la partie B2B, ce qu'on appelle les curateurs, donc les galeries, les festivals, les murs associatifs. Tout ça, c'est des partenaires en fait, de choix parce qu'ils n'ont pas forcément beaucoup de moyens de monétiser aussi leur travail et ils font ce travail qui est hyper important du coup pour le marché. Donc, on pourra évidemment les aider là-dessus. Sur la roadmap, elle est un petit peu dense parce qu'il y a beaucoup de sous-jacents à exploiter, notamment dans tout ce qui est gaming et métaverse. Tout le monde construit des métaverses, donc c'est autant de rues qu'il va falloir taguer. En attendant, on va se concentrer vraiment sur la partie développement plus R&D, sachant qu'on va lancer les cryptographeurs, donc c'est notre propre collection de PFP, qui du coup va nous permettre, outre l'aspect financier intéressant, c'est vraiment de fédérer une communauté autour de notre vision et de notre projet. Et je vais te couper. 30 secondes, allez, tu as du rab. Tu as déjà dépassé de quoi 30 secondes, mais je te laisse aller 30 secondes pour conclure. Désolé, mais voilà, on cherche à lever 1 million et voilà, merci. Parfait, on va pouvoir détailler un peu plus du coup avec les retours de nos jurys. En tout cas, merci pour le pitch et la présentation. Donc, vous voyez, différents domaines. Et là, on va parler d'un sujet un peu plus technique. Mais alors, qui veut commencer sur ce projet, sur Wakanda? On peut y aller si vous voulez. Vas-y, Philippe. Okay. Moi, je pense que le problème que tu as, essentiellement, c'est que tu es en train de présenter un projet, une idée, dans un contexte assez particulier, où il y a une hype complètement énorme autour des NFT. Et ça peut jouer en ta faveur ou en ta défaveur. Donc, ton enjeu, c'est d'expliquer beaucoup plus rationnellement comment tu gagnes de l'argent à terme, ou peu importe, mais d'expliquer ton business model comme si tu l'expliquais à mon petit frère de 5 ans. Je gagne de l'argent quand quelqu'un vend un NFT, je prends une commission et combien avec des idées d'ordre de grandeur de chiffres, de combien de transactions tu penses que tu vas pouvoir faire, pourquoi est-ce que tu apportes de la valeur et pourquoi est-ce qu'on va te refiler des commissions à toi, et qu'est-ce que les gens achètent quand ils achètent un NFT. Voilà, j'ai pas envie de te donner mon avis personnel sur ce que je pense de cette tendance-là, parce que c'est que mon avis et c'est pas intéressant, mais pour te protéger en fait contre ces points de vue ultra subjectifs, il faut que tu arrives à rationaliser ton discours qui manque à mon avis de rationalité d'un point de vue investisseur. Parce que après, oui, effectivement, tu peux peut-être gagner beaucoup d'argent, parce qu'on est dans une bulle, tu vois. Mais s'il faut que tu arrives à sortir et à te détacher en fait de ce regard critique-là qui est le mien d'ailleurs. Super, mais merci beaucoup. Je ne sais pas si... Ouais, je vais donner un peu de feedback. Enfin, d'abord, si tu pitches comme ça online avec des investisseurs, il faut que tu sois dans la lumière, ne te mets pas dans l'ombre. Ton visage, il n'est pas éclairé, etc. C'est un peu, ça crée une atmosphère un peu bizarre. Moi, je sais que c'est du street art et on se balade la nuit pour graffer les murs, mais bon. Moi, j'aurais aimé comprendre comment tu organises la viralité dans ce marché. C'est en gros comment ça se passe, tu vois, comment tu fais pour que les graffeurs, les street artists, etc., ils rejoignent ta plateforme, parce que on a quand même un peu l'image, tu vois, des loups solitaires qui escaladent des murs la nuit. Donc, comment tu les atteins? Et puis deuxièmement, ouais, ça manque de chiffres de financial. Il faut que tu nous expliques, tu vois, vers quoi tu vas, en termes de revenus, etc. Il y a un truc notamment qui m'a choqué, c'est que tu dis, bon, ces artistes, ils n'ont pas de monétisation parce que leur pays, elle est pillée, etc. Et je vais prendre 5%. Bah, attends, si tu crées de la monétisation sur un truc qu'ils n'arrivent pas à monétiser, pourquoi tu prends 5%? Tu peux prendre 20, tu peux prendre 50%. Enfin, tu vois, pourquoi 5%? Je n'ai pas compris. Tu devrais avoir une com beaucoup plus importante parce que c'est tous tes market makers. Ouais, présenter ton ambition en termes de chiffre d'affaires. Et sur l'équipe, parce que we don't know, donc ça repose beaucoup sur le sentiment de l'équipe, etc. Faut que tu développes. Là, ton slide, il n'y a rien dessus, il y a 3 photos et tu vois, ouais, si le mec c'est un cadre du NFT, écris-le, quoi. Enfin, et explique-nous qui est l'équipe fondateur.
Ok, ben, merci beaucoup encore une fois pour ces retours. Pour atteindre, du coup, pour ta question, pour atteindre les artistes, c'est vrai que justement, les événements, c'est quelque chose de génial parce que ça permet de créer à la fois de l'engouement du côté collectionneur et par conséquence du bruit aussi du niveau relations publiques. Donc, pour les événements, à chaque fois, on a eu plus de 30 articles qui ont couvert les événements. Donc voilà, après, c'est pas forcément des gens qualifiés en fait, mais ça permet de faire du bruit. Et en termes d'acquisition, du coup, cette application mobile, ce fameux Shazam, c'est vrai que ça permet de connecter le physique et le numérique, et donc ouvre pas mal de potentiel là-dessus. Et après, ouais, je suis d'accord avec toi. Oui, c'est vrai qu'on peut égayer la slide des chiffres et de la team. Et, euh, et ton dernier point, je ne sais plus ce que c'était, le deuxième point. Excuse-moi. Sur le niveau de commission que tu prends. Ah oui, tout à fait. Ouais, ben, c'est vrai que ouais, dans un marché traditionnel, ça se ferait, en fait. Effectivement, c'est ce que font les galeries, etc. Mais c'est vrai que dans le Web3, tu ne peux pas te permettre de prendre trop de commissions parce qu'en fait, la plupart des technologies sont open source. Et donc, si tu prends trop de commissions, c'est facile de juste te forquer, donc copier-coller ta plateforme et retirer la commission, en fait, tout simplement, et créer un système avec une commission moindre. Donc, voilà, c'est surtout sur cet esprit-là qu'on ne prend pas plus de commissions, mais c'est une remarque pertinente. David, tu veux enchaîner? Ouais, bah merci Florent pour le pitch. Effectivement, tu es sur un marché qui est assez excitant. C'est dommage que tu parles d'une niche. Enfin, on est quand même sur des market cap là, qui commencent à devenir intéressantes. Alors moi, je ne suis pas forcément un spéculateur né, et je ne suis pas forcément pour ces aspects, mais il y a quelque chose de très intéressant dans ces technologies-là et dans les usages qui vont être faits ces prochaines années. Donc, top que tu te positionnes là-dessus. Moi, j'ai une question. C'est quoi Stendhal.ai? Pourquoi tu nous pitches Walkanda et moi, quand je vais sur la page de Simon Frémont, j'ai Stendhal.ai. Ouais, ben on a eu pas mal de mal justement à définir ça, mais en gros, Walkanda, l'idée c'est que ça va finir par être une DAO en fait, où justement on va progressivement tout décentraliser, de la gouvernance à l'opérationnel, la tech, etc. Et donc donner ça vraiment dans les mains des utilisateurs. Donc c'est vraiment pas un paradigme classique, on va dire. Et dans l'idée, c'est justement un token qui va finir par aligner les motivations de toutes ces parties prenantes. Et donc, pour l'instant, Walkanda, c'est vraiment plus un produit, mais ça a l'ambition d'être vraiment un écosystème et que justement, on donne ça à la communauté. Et Stendhal, c'est vraiment la boîte tech qui est derrière, où justement, toutes les solutions qu'on développe pour le monde du street art, on s'est rendu compte qu'il y avait d'autres cas d'usage, évidemment, dans d'autres industries culturelles et artistiques, qu'on pourrait sur le long terme capitaliser dessus. Voilà. Moi, j'investis où? J'investis dans Walkanda ou dans Stendhal? Et bien là, à ce stade-là, tu investis dans Stendhal. Bah alors, pitch-moi Stendhal. Enfin, résultat, a priori, ça vous prend du temps, ces autres sujets-là. Je ne sais pas ce que vous faites à côté, tu vois. Ouais, ben, c'est vrai que en fait, on travaille que sur Walkanda parce qu'on a besoin de se focaliser en fait sur ce marché spécifiquement. Mais après, voilà, c'est un bon point. En tout cas, ce qui est certain, c'est que je rejoins sur l'appréciation sur le pitch et la forme. C'est que clairement, tu vois, c'est pareil. Et là, on parlait des RH tout à l'heure. Là, sur les NFT, c'est 5 decks par semaine avec des gens de la tech qui te pitchent des barrières à l'entrée, qui te pitchent la complexité qu'il peut y avoir derrière. Clairement, toi, ton pitch, tu pitches plus une marketplace street art avec des événements qu'une tech NFT. Donc, visiblement, vu les anglicismes que tu as utilisés tout à l'heure, tu maîtrises le sujet. Il va falloir nous pitcher autre chose, quoi. Parce que clairement, la présentation n'est pas au niveau de ce qu'on reçoit en termes de deck et de propositions d'investissement aujourd'hui sur le marché. Euh, donc, il faut choisir. Et c'est plein de signaux en fait que tu renvoies dans ton pitch. Par exemple, que quand tu présentes l'équipe, tu finis par c'est moi qui ai eu l'idée, blablabla, les street artistes, enfin, on s'en fout. En gros, ce qui est important, c'est que vous êtes une équipe. Moi, je ne comprends pas pourquoi Simon, quand je vais sur LinkedIn, il parle de Stendhal. Il faut uniformiser tout ça, tu vois. Il faut que vous fassiez un choix. Je pense que peut-être, à mon avis, vous êtes un petit peu tôt. Je ne sais pas. Sur le pivot ou les choix que vous avez faits, et c'est la première fois que tu le pitches ou j'en sais rien, mais en tout cas, moi je serais intéressé que tu montres quelques barrières à l'entrée. Effectivement, comme le disait Julien,
Si tu as un mec qui est dans les NFT depuis 4 ans, qu'on puisse voir qu'est-ce qu'il a fait avant, en quoi il est vital pour la réussite de ses premiers mois et du lancement du projet et tout ça, quoi. Et tu ne peux pas nier l'historique de Stendhal. Donc, il y a un moment donné, il faut que tu me dises, bah voilà, nous, ça fait 1 an et demi qu'on bosse avec des street artistes et tout ça, à travers la société qui s'appelle Stendhal. Faut mieux gérer là, ce pitch-là et que ça soit beaucoup plus fluide parce que tu perds beaucoup en efficacité et en force de conviction, quoi. Donc clairement, là, j'ai pas envie d'investir et potentiellement, tu changeras un peu ton pitch et voilà, tu pourrais vraiment surfer sur effectivement l'intérêt qu'il peut y avoir pour des boîtes qui vont exploiter, explorer le potentiel de cette technologie-là, quoi. Ok. Tu peux vraiment rationaliser le discours, en fait. Tu vois, en expliquant simplement quels sont les mécanismes économiques qu'il y a derrière, notamment avec cette distinction-là. Tout le monde ne sait pas forcément ce que c'est qu'une DAO, etc. Et juste prends le temps de l'expliquer à des gens qui ne sont pas forcément tous ultra au courant. Ok. C'est vrai que ouais, c'est du coup toujours des compromis à faire. Voilà, je ne vais pas me plaindre par rapport au temps, mais c'est vrai que c'est quelque chose de nouveau. Et donc, potentiellement, un nouveau marché. Le Web3, du coup, c'est vraiment des mécanismes différents. Et j'adorerais pouvoir vous en parler plus en profondeur. Mais c'est vrai que du coup, avec aussi cet amalgame entre le produit et la boîte derrière, voilà, ça fait beaucoup d'éléments à développer et détailler. Laurent, c'est ce que dit Philippe, si tu travailles bien ton why et le pourquoi tu fais les choses, les rationnels économiques et l'opportunité, après, présenter l'outil et les moyens par lesquels tu y arrives, c'est easy. En fait, le sujet, c'est pas tant les outils et nous présenter les outils. C'est que là, en fait, ce qui me manque, c'est la narrative, c'est le pitch, c'est les bases du pitch, tu vois. C'est nous embarquer dans on vient d'où, pourquoi on fait ça, l'opportunité à saisir, les chiffres économiques, le market sizing et tout ça. Et après, une fois que tu nous as accroché là-dessus, franchement, effectivement, tu expliques un peu les anglicismes et les technos et ton positionnement. Mais déjà, il y a un travail de base à faire sur les fondamentaux, tu vois, de la boîte, quoi, et de votre parcours. Enfin, c'est mon analyse, hein, On est là pour partager justement tous ces avis. Florent, tu as un petit point, un dernier point de ton côté? Non, effectivement, ça m'a l'air très, très vrai. Je ne vais pas remettre en question tout ça, sachant que voilà, j'ai jamais pitché. En fait, j'ai pitché une fois avant et c'est aujourd'hui. C'était cet après-midi aussi. Donc voilà, on s'est vraiment concentré sur la tech et c'est vrai qu'il faut que je m'améliore là-dessus. Donc ça va être la prio. C'est parfait. On est là pour ça. En tout cas, merci pour ton pitch. Merci pour ta participation. S'il y a des questions, il y avait une petite question d'ailleurs qui était posée par une personne de l'audience. C'était notamment sur la question par rapport au pitch en tant que tel. Donc, purement orienté support, donc notamment par rapport à ID3, en disant que le design est une force. Est-ce qu'un support plus designé au niveau des slides ou vraiment uniquement quelques mots, ou pas forcément très léchés, donc aurait été plus adapté, ou bien il faut rester dans un style de slide très épuré. Donc, comment manager tout ça sur la logique du pitch deck? On a eu différents exemples de pitch. Donc, quels seraient vos recos de votre côté? Moi, il y a toujours deux types de pitch. Il y a un pitch que tu vas envoyer par email qui ne sera pas présenté, ce n'est pas soutenu, dans lequel tu dois écrire des phrases avec sujet, verbe, complément. Et puis ensuite, il y a le pitch qui est le support de ta présentation orale, sur lequel c'est l'inverse. Il ne faut pas qu'il y ait de sujet, verbe, complément à lire, mais uniquement des choses ultra visuelles. Et ça peut paraître deux univers très différents, mais il faut adapter en fait ces pitchs au contexte. Merci Clé. Moi, personnellement, j'apprécie les pitchs très épurés. Enfin, je pense que il faut convaincre rapidement. Les investisseurs, ils envoient des tonnes de pitchs, ils n'ont pas le temps de lire les paragraphes. Dès qu'il y a un paragraphe de 2 lignes, on ne regarde pas. Donc, ouais, un pitch très épuré, vraiment axé sur la finalité, le pourquoi, le pain point, le purpose, tu vois, les choses que vous... l'ambition, la finalité de la société. Et puis après des chiffres sur le marché adressable, sur les unit economics et sur l'ambition en termes de chiffre d'affaires et sur le besoin de financement, rentabilité de la boîte. Mais oui, je suis plus pour les pitchs très épurés. David, de ton côté?
Ouais, bah, écoute, moi, les meilleurs decks que je reçois, c'est des decks où, quand je parcours les titres, j'ai l'essentiel et je peux me remémorer le truc et je comprends très bien où la boîte va. Et un titre clair de slide, ça montre qu'en fait, on a des entrepreneurs en face qui sont hyper réglés ils savent où ils vont, quoi. Et effectivement, ou quand je rentre dans la slide parce que j'ai un peu de temps, j'y retrouve les éléments clés que j'ai envie de voir sur la boîte. Et donc, oui, c'est sûr pour moi, il y a une vraie différence entre le deck présenté et le deck lu par un investisseur que vous n'avez pas à côté de vous. Et puis ensuite, il faut que le plan soit fluide. Dès le début, en fait, il faut qu'un entrepreneur il nous embarque dans les. Enfin, faut vous dire que les 5 premières slides, c'est des slides où moi, émotionnellement, je vais être dedans et qu'après vient le rationnel. Et donc, il faut que sur des 5 critères clés de décision d'invest, vous nous harponnez là-dessus. Si vous avez une équipe de choc qui a eu 10 ans, 15 ans d'expérience familier dessus, il faut le mettre au début. Si c'est votre action qui vous différencie, c'est ça. Si vous avez des top advisors qui ont déjà investi, c'est ça. Mais vraiment, vous avez 5 slides pour m'accrocher, quoi. Et après c'est un rationnel qui explique la solution, le go-to-market et tout ça. Des slides simples, mais avec des idées clés bien mises en avant. Je ne sais pas si ça répond à la question. Et puis, les titres, souvent, c'est zappé. Un titre, The Problem ou The Market, c'est pourri. Enfin, clairement, enfin, ça, c'est mon avis, mais moi, j'aime bien avoir un titre qui me présente très clairement un truc où, quand je descends la slide, parce que je n'ai pas trop le temps, rien qu'avec les titres, j'ai les éléments clés, quoi. Voilà. Ça a le mérite d'être clair, effectivement. Et la question donc, que Sébastien disait, c'est plutôt sur est-ce que sur des phrases d'accroche, etc. Bon, il faut que ce soit simple et puré. Après, chacun peut faire son style, je pense. À chacun ajouter sa petite touche. Peut-être pas besoin de faire passer par un designer le pitch deck. C'est peut-être aussi la question. Est-ce qu'on va demander je sais pas, des freelances en design de nous faire une petite retouche d'un point de vue design pour faire un truc vraiment très, très travaillé versus, comme on peut le voir, juste des mots, un PowerPoint bien léché. Parfois, ça vaut le coup, hein, quand même. Malheureusement, des générations d'entrepreneurs ou autres qui n'ont pas forcément très l'habitude de PowerPoint ou d'InDesign. Et ça peut valoir le coup. En plus, il y a des offres de remise en forme des decks aujourd'hui qui sont assez accessibles, autour de 700 et 500-700 euros, qui peuvent être intéressantes. Mais parce qu'il y a vraiment des decks qui sont vraiment pas beaux à voir, hein. Là, ce soir, on a eu que des beaux decks, donc c'est assez cool. Bravo aux équipes, hein, ça montre qu'il y a du boulot derrière. C'est pas simple. Parfait. Du coup, sur cette partie, effectivement, design, est-ce que vous, du côté des entrepreneurs, vous voulez poser une question à David et Julien de votre côté? Si vous avez des petites questions à leur poser, autant saisir l'occasion. Et puis après, si ce n'est pas le cas, on va pouvoir vaguer à nos activités. Vous avez des questions? Non? Pas de questions? Si? Ouais, tu peux nous envoyer, Florent, l'enregistrement? Oui, bien sûr, on pourra vous partager. On va voir ça avec Félix qui a organisé tout ça. D'ailleurs, merci à lui pour l'organisation. Et puis oui, on vous fera passer tous les éléments. De toute façon, si vous avez des questions, je pense qu'on va vous partager également les contacts. Si David, Julien et Phil le veulent bien, si vous continuez à échanger, n'hésitez pas en termes de feedback. C'est toute l'idée. En tout cas, merci encore. Merci à tous. Merci David, merci Julien. Phil a dû nous laisser, puis il devait y aller. Merci surtout à vous tous pour votre participation. Et puis, on se revoit très bientôt. Passez une très bonne soirée. Et puis, bonne chance à vous pour vos aventures. Salut. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Bye bye. Merci, au revoir. Au revoir.